Une fille pauvre donne son sandwich à un millionnaire mal habillé le lendemain, la police frappe à sa porte. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans l'agitation matinale de Paris, Béatrice Oliveira se précipitait dans les rues animées du quartier de Belleville, équilibrant de manière précaire un plateau de coccinat maison. À 23 ans, elle était l'image vivante de la persévérance, avec son tablier impeccablement propre et un sourire défiant les difficultés de sa vie quotidienne. La petite échoppe de coccinat qu'elle partageait avec sa mère, Madame Regina, était plus qu'un commerce, c'était l'héritage de 3 générations de femmes combattantes. Ce matin-là, cependant, quelque chose dans l'air pressait un changement dans sa routine habituelle. « Bia !» cria son Joao de la fleuristerie. « Garde mes coccinats de poulet au catupiry. »« Bien sûr que oui, Joao, et j'ai mis du catupiry extra comme vous aimez, » répondit Béatrice, interrompant sa marche précipitée. En remettant la commande, ses yeux tombèrent sur un homme assis sur l'un des bancs de la place. Il détonnait complètement dans l'environnement pittoresque du quartier. Son costume, bien que manifestement coûteux, était froissé et sale, et son regard perdu reflétait une profonde tristesse. Béatrice ne put s'empêcher de se rappeler les paroles que sa grand-mère Clara répétait comme un mantra. La bonté est le langage que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir. Sans hésiter, elle prit une de ses meilleures coccinats et s'approcha de l'inconnu. « Excusez-moi, monsieur, acceptez une coccina ? Elles sont bien chaudes, offrit-elle d'une voix douce. L'homme leva les yeux, révélant des yeux verts qui, malgré la fatigue évidente, conservaient une lueur de dignité. « Non, je n'ai pas comment payer, répondit-il avec un accent révélant son éducation privilégiée. « C'est un cadeau, insista Béatrice en déposant la coccina à côté de lui. Parfois, nous avons tous besoin d'un peu de bonté. » Ce que Béatrice ne pouvait pas imaginer, c'est que cet acte simple de générosité allait déclencher une série d'événements qui changeraient non seulement sa vie, mais aussi celle de toute sa famille. Car cet homme n'était pas un mendiant quelconque, c'était Antoine Mendes, l'héritier disparu de l'empire hôtelier le plus important de France. À sa demeure à Neuilly-sur-Seine, Luciana Mendes, la matriarche de la famille, passait des mois à chercher désespérément son fils, qui avait disparu après avoir découvert une vérité dévastatrice sur son père. Ce que personne ne savait, c'est qu'Antoine avait choisi de vivre dans la rue, essayant de trouver des réponses et peut-être la rédemption. Alors que Béatrice retournait à son échoppe, Antoine déroula lentement la coccina, où pour la première fois depuis des mois, une larme coula sur sa joue. Ce n'était pas par faim, mais par la simple et pure bonté qu'il venait de témoigner, si différente du monde de tromperie et d'apparence dont il venait. Dans l'échoppe, Madame Regina observait sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle connaissait bien ce cœur généreux qui battait dans la poitrine de Béatrice, le même qu'elle avait hérité de sa grand-mère Clara, mais elle savait aussi que, dans ce monde, parfois la bonté a des conséquences inattendues. « Pourquoi as-tu donné une coccina gratuitement à cet homme ?» demanda Regina en préparant plus de pâtes pour l'après-midi. « Je ne sais pas, maman, il y a quelque chose dans ses yeux, » répondit Béatrice. « Cela m'a rappelé les histoires de grand-mère sur ton père lorsqu'il est parti. » Sans savoir que ces mots renfermaient une vérité plus profonde qu'elle ne pouvait l'imaginer, le soleil commençait à chauffer les rues de Belleville, et avec lui se mettait en marche une histoire qui entrelacerait des destins apparemment disparates. Pendant qu'Antoine savourait chaque bouchée de la coccina, son esprit commençait à se réveiller d'un long léthargie et une décision commençait à se former en lui. Ce que ni lui ni Béatrice ne savaient, c'est que cet acte simple de bonté était sur le point de révéler des secrets familiaux longtemps enterrés, de dévoiler des connexions insoupçonnées et de déclencher une histoire d'amour qui défierait toutes les conventions sociales. Le lendemain matin, une bruine légère enveloppait les rues de Belleville. Béatrice, sous la couverture de son échoppe, observait les gouttes de pluie tomber tandis que son esprit vagabondait vers l'homme mystérieux de la veille. Elle ne savait pas expliquer pourquoi, mais il y avait quelque chose dans son regard qui lui semblait étrangement familier. « Béatrice, les coccinats refroidissent » appela la voix de Madame Regina, la sortant de ses pensées. « Ma fille, depuis hier tu es dans les nuages, qu'est-ce qui se passe ?»« Non, ce n'est juste... » Béatrice s'interrompit en voyant une silhouette familière s'approcher sous la pluie. C'était lui, l'homme en costume froissé, mais cette fois, il semblait différent. Il s'était rasé, bien que ses vêtements restent les mêmes, il avait retrouvé quelque chose de son allure distinguée. « Bonjour » salua Antoine d'une voix qui trahissait des années d'éducation raffinée. « J'aimerais vous remercier pour votre gentillesse d'hier, mademoiselle Béatrice, » répondit-elle, sentant une nervosité inexplicable. Béatrice Oliveira. Le nom de famille Oliveira provoqua un éclat de reconnaissance dans les yeux d'Antoine,
mais il le dissimula rapidement. Antoine se présenta simplement, omettant son nom de famille. Madame Regina observait la scène avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Il y avait quelque chose chez cet homme qui lui rappelait quelqu'un de son passé, mais elle ne pouvait préciser qui. « Voulez-vous prendre un petit déjeuner ?» proposa Béatrice. Mais cette fois, Antoine sortit un billet de sa poche. « Aujourd'hui, je suis venu payer » répondit-il avec un sourire ténu. « Et si vous me le permettez, j'aimerais poser quelques questions sur ce quartier. Je cherche quelque chose ?» Pendant que Béatrice servait les coccinas à la demeure Mendes, Luciana recevait un appel qui la fit descendre. « Êtes-vous sûr? Vous l'avez vu à Belleville ?» Ses mains tremblaient en raccrochant le téléphone. Après des mois de recherche, elles avaient enfin une piste sur l'endroit où se trouvait leur fils. De retour à l'échoppe, Antoine et Béatrice discutaient. Il écoutait attentivement tandis qu'elle racontait l'histoire du quartier, les traditions familiales et comment sa grand-mère Clara avait lancé le commerce des coccinas, ainsi que son père. « Qu'est-ce qui va au-delà de la simple curiosité ?» demanda Antoine avec intérêt. « Il est parti quand j'étais très petite » répondit Béatrice, remarquant comment l'expression d'Antoine devenait plus sérieuse. « Ma grand-mère disait qu'il avait ses raisons, mais je n'ai jamais su lesquelles. » Antoine hocha la tête, pensif, tandis qu'un souvenir lointain commençait à se former dans son esprit. Le nom Oliveira, Belleville, une histoire d'abandon, les pièces d'un puzzle commencent à s'assembler. « Tu sais, ma grand-mère disait toujours qu'il n'y a pas de coïncidence. Chaque rencontre a un but. Peut-être que ta grand-mère avait raison, répondit Antoine en regardant fixement sa tasse de café. Il y a des secrets qui ont été enterrés trop longtemps dans cette ville. » À ce moment-là, une femme élégamment vêtue passa devant l'échoppe, s'arrêtant brièvement pour regarder Antoine. Il devint visiblement tendu, mais la femme continua son chemin, se perdant dans la foule. « Vous la connaissez ?» demanda Béatrice en remarquant sa réaction. « Oui, elle fait partie d'une vie que j'ai laissée derrière moi, répondit-il énigmatiquement. Une vie pleine de mensonges et d'apparences ? » Madame Regina, qui observait la scène, sentit un frisson parcourir son échine. La façon de parler d'Antoine, ses gestes, tout lui rappelait quelqu'un de son passé, quelqu'un qu'elle avait promis de ne jamais oublier. « Béatrice, appelle ta fille, il est temps de préparer plus de pâtes pour l'après-midi. » Antoine se leva, laissant une note couvrant plusieurs fois le coût de son petit déjeuner. « J'aimerais revenir demain. » « Si vous me le permettez, dit-il en regardant spécifiquement Madame Regina, comme s'il cherchait son approbation. « Les portes de notre échoppe sont toujours ouvertes pour les personnes de bon cœur. » Elle étudia attentivement son visage tandis qu'Antoine s'éloignait sous la pluie qui commençait à s'intensifier. Béatrice ne pouvait se défaire de la sensation que cette rencontre était plus significative qu'il n'y paraissait. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans son sac, soigneusement gardé, Madame Regina avait une vieille photographie qui pourrait expliquer beaucoup de choses, une photographie qu'elle ne voyait plus depuis plus de 20 ans. Dans la pénombre de sa chambre, Madame Regina sortit d'un fond d'armoire une vieille boîte à chaussures. Ses mains tremblaient tandis qu'elle soulevait le couvercle, révélant un tas de photographies jaunies et de lettres attachées avec un ruban décoloré. Parmi elles, elle trouva celle qu'elle cherchait, une image de sa jeunesse où elle apparaissait aux côtés d'un homme élégant dans les jardins d'une demeure. Ricardo Mendes. Elle murmura en caressant la photographie. L'homme de l'image ressemblait étrangement à Antoine. Le visiteur mystérieux de ce matin ne pouvait être une coïncidence. Pendant ce temps, à la foire de Belleville, Béatrice organisait l'échoppe pour le lendemain, chantonnant une vieille chanson que sa grand-mère Clara lui avait apprise. Soudain, une voix élégante l'interrompit. « Excusez-moi, mademoiselle, est-ce l'échoppe des coccinas de la famille Oliveira ?» Béatrice se retourna pour trouver une femme plus âgée, impeccablement vêtue. C'était la même femme qui avait passé devant l'échoppe ce matin-là, provoquant la réaction d'Antoine. « Oui, madame, je suis Béatrice Oliveira. En quoi puis-je vous aider ?» Luciana Mendes étudia le visage de la jeune femme avec intensité, comme si elle cherchait quelque chose de familier dans ses traits. « On m'a dit que vous aviez vu ici un homme grand aux yeux verts portant un costume usé. » Béatrice hésita avant de répondre. Quelque chose dans son instinct lui disait qu'elle devait être prudente, beaucoup de gens passaient par ici. « Monsieur, je suis Luciana Mendes, je cherche mon fils, Antoine. » À ce moment-là, Madame Regina apparut à l'échoppe, laissant tomber son sac. En voyant Luciana, les deux femmes se regardèrent, se reconnaissant instantanément malgré les années passées. « Regina, combien de temps ?» murmura Luciana avec un mélange d'émotion dans la voix. « 23 ans, pour être exact, répondit Regina, retrouvant son aplomb. Depuis cette nuit où votre mari, Ricardo, m'a obligé à quitter la demeure.
Béatrice observait la scène sans comprendre, tandis que les pièces d'un puzzle qu'elle ne savait pas exister commençaient à se déplacer dans son esprit. « Maman, tu connais Madame Mendes plus que tu ne le penses », demanda-t-elle. « Ma fille, » répondit Regina sans détourner le regard de Luciana, « elle est l'épouse de l'homme qui a détruit nos vies. » « Non, les choses ne sont pas comme vous le pensez, Regina, » interrompit Luciana. Depuis qu'Antoine a disparu, quelque chose a changé en lui. Il a commencé à parler de regrets, de seconde chance, et maintenant. « Quoi donc ?» demanda Béatrice, regardant alternativement sa mère et son frère nouvellement découverts. « Que sommes-nous censés faire avec tout cela ?» Antoine prit la main de sa sœur, la surprenant par son geste. « Nous n'avons pas à faire quoi que ce soit que nous ne voulions pas, mais peut-être que c'est l'occasion de guérir de vieilles blessures. » À ce moment-là, le téléphone de Luciana sonna avec urgence. Son visage pâlit en voyant le message. « Ricardo a fait une crise, il demande pour vous. » La nuit était complètement tombée sur la ville, et dans cette petite salle de Belleville, 4 personnes faisaient face à une décision qui pourrait changer leur vie à jamais. L'arôme des coccinas flottait encore dans l'air, rappelant à Béatrice son engagement. Elle retrouva Béatrice contemplant la ville d'une fenêtre du 2e étage la nuit précédente. Après une longue discussion, elle avait décidé d'accompagner Antoine et Luciana, mais Regina avait refusé de venir, arguant qu'elle avait besoin de temps pour digérer. « Un café ?» demanda Antoine, interrompant ses pensées. Il lui tendait un verre de la cafétéria de l'hôpital. « Merci, » répondit Béatrice en acceptant la boisson. « C'est étrange, toute ma vie je me suis demandé comment serait mon père. Et maintenant que je suis à quelques mètres de sa chambre, je ne sais pas si je veux entrer. »« Je comprends, » répondit Antoine en s'appuyant contre la fenêtre. « J'ai passé les derniers mois à vivre dans la rue, essayant de comprendre comment l'homme qui m'a élevé a pu être capable de tant de tromperies. » Une infirmière s'approcha d'eux rapidement. « Famille Mendes, Monsieur Ricardo est réveillé et demande pour vous. » Luciana, qui avait parlé au médecin, se joignit à ses enfants. « Béatrice, ma chérie, si tu n'es pas prête, je le suis, » interrompit Béatrice, se levant avec détermination. « J'ai attendu 23 ans pour ce moment. » Alors qu'il se dirigeait vers la chambre, à l'échoppe de Belleville, Regina ouvrait le commerce les mains tremblantes sous le poids des souvenirs qui la submergeaient. Une voix familière la fit se retourner. C'était Marguerite, sa meilleure amie et confidente de toujours. « J'ai vu que tu as fermé tôt hier, tout va bien ?» demanda Marguerite. Regina s'effondra dans les bras de son amie, revivant tout le passé. « Ricardo, Béatrice est avec lui maintenant à l'hôpital. » Béatrice, Antoine et Luciana entrèrent dans la chambre. Ricardo Mendes, autrefois un homme imposant, gisait connecté à divers moniteurs. Ses yeux s'ouvrirent en entendant les pas et en voyant Béatrice, des larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Tu es identique à ta mère, » murmura-t-il d'une voix faible. « Si belle qu'elle a ton âge. » Béatrice sentit son cœur s'accélérer. Toute la colère qu'elle avait imaginé ressentir se mêlait maintenant à une compassion confuse. Antoine continua. « Ricardo, en regardant son fils, demanda pardon. Tu avais raison de partir, de me mépriser, je ne suis pas venu pour tes excuses, père. » Ricardo hocha faiblement la tête. « Je dois la vérité à vous deux ?» Luciana ajouta. « Mon amour, pouvons-nous être seuls ?» Elle hésita un moment, mais finit par acquiescer et quitta la chambre. Ricardo ferma la porte avant de continuer. « Que je fais à ta mère, Béatrice ? C'était impardonnable. Je suis tombé amoureux d'elle sincèrement, mais j'ai été un lâche face à la société. Qu'est-ce qu'il dirait du grand empire familial ?» Antoine interrompit. « Pourquoi as-tu gardé les lettres ? » Parce que les apparences étaient si importantes. Je ne les ai pas détruites car elles étaient la seule chose qui me maintenait humain, répondit Ricardo. Chaque lettre, chaque photo que Regina envoyait à Béatrice, je les gardais comme un trésor et une punition en même temps. Elles étaient un rappel de mon plus grand échec en tant qu'être humain. Béatrice s'approcha du lit, étudiant le visage de l'homme qui lui avait donné la vie mais nié sa présence. « As-tu déjà pensé à me chercher ?» demanda-t-elle. « Chaque jour, » répondit Ricardo en tendant une main tremblante vers elle. Mais chaque jour, j'étais plus lâche que le précédent, jusqu'à ce qu'Antoine trouve les lettres et que tout s'effondre. « Et maintenant, que veux-tu de nous ?» demanda Béatrice sans prendre sa main. « Je veux faire les choses correctement pour la première fois de ma vie, » répondit Ricardo faiblement. « J'ai modifié mon testament, la moitié de l'empire Mendes te sera attribuée, Béatrice. C'est ce qui a toujours dû être. » « Je ne veux pas de votre argent, » répondit Béatrice fermement. « Je ne suis pas venu pour ça, » insista Ricardo. « Je sais, » répondit-elle en souriant tristement. « Tu es comme ta mère, avec un cœur en or, mais ce n'est pas seulement de l'argent que je veux te donner,
c'est ta place dans la famille, ton héritage, ton identité. À ce moment-là, Luciana entra précipitamment dans la chambre. Ricardo, les médecins ont besoin de t'examiner, annonça-t-elle. Alors que l'équipe médicale entrait, Béatrice et Antoine sortirent dans le couloir, se regardant en silence, traitant tout ce qui venait de se passer. Que vas-tu faire ? demanda Antoine. Je ne sais pas, répondit Béatrice sincèrement, mais je pense que maman doit être ici. Cette histoire ne peut pas se terminer sans qu'il se voie une dernière fois. À la foire de Belleville, Marguerite écoutait attentivement pendant que Regina se confiait. 23 ans de secret gardé, dit-elle. L'échoppe restait fermée, avec un panneau improvisé de retour bientôt, accroché devant. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, Marguerite, commença Regina. La nuit où Ricardo m'a expulsé de la demeure, ce n'était pas seulement à cause de la grossesse. Marguerite se pencha en avant, intriguée. Que veux-tu dire ? Cette nuit-là, j'ai trouvé des documents dans son bureau, des papiers prouvant que la fortune des Mendes n'était pas aussi propre qu'elle en avait l'air. Ricardo était désespéré de maintenir les apparences, non seulement à cause de la grossesse, mais aussi parce qu'il craignait que je sache trop. À ce moment-là, le téléphone de Regina vibra avec un message de Béatrice. « Maman, il a besoin de toi, s'il te plaît viens. » Pendant ce temps, à l'hôpital, Antoine et Béatrice partageaient un moment de tranquillité dans la cafétéria. Luciana était montée dans la chambre de Ricardo. « Tu sais, j'ai toujours voulu avoir une sœur, » commenta Antoine en remuant son café. Bien que je doive admettre que je ne m'attendais pas à la rencontrer, vendant les meilleurs coccinats de Paris, ajouta-t-il en souriant légèrement. Et je n'aurais jamais imaginé que mon frère serait un millionnaire qui a préféré vivre dans la rue pour des principes moraux, poursuivit-il. Techniquement corrigé, dit Antoine. J'ai tout renoncé quand j'ai découvert la vérité, bien que maintenant, il semble que le père veuille te rendre ce qui te revient. Je ne veux pas de son argent, insista Béatrice. Je veux juste comprendre, tout comprendre. Il y a plus d'histoire que nous l'imaginions. Antoine a baissé la voix. Pendant mes mois dans la rue, j'ai enquêté sur les Mendes, ils ont des secrets obscurs. Le père de Béatrice n'a pas seulement nié, vous avez nié de nombreuses vérités avant de pouvoir continuer, Luciana est apparue au café, son visage pâle, les médecins disent qu'il s'aggrave. Veut voir Regina au marché. Regina a lu le message de sa fille à plusieurs reprises. Margarida a posé une main sur son épaule. Allez, a-t-elle dit doucement, si ce n'est pas. Maintenant, tu le regretteras pour le reste de ta vie, et si je ne suis pas prête à pardonner, a murmuré Regina, le pardon n'est pas pour lui, a répondu Margarida, il est pour toi. 1 heure plus tard, Regina entrait à l'hôpital, son cœur battant fort dans l'ascenseur, elle se souvint de la dernière fois qu'elle avait vu Ricardo cette nuit orageuse quand il l'avait expulsé du manoir. Ah! L'arrivée à l'étage, elle trouva Béatrice l'attendant. Mère, murmura sa fille en l'embrassant, cela fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Je sais, mon amour, répondit Regina. C'est pourquoi je suis ici. Antoine s'approcha d'elle. Papa est conscient maintenant, les médecins disent que c'est le moment. Regina a pris une profonde inspiration et s'est dirigée vers le chambre. En ouvrant la porte, 23 ans d'absence se condensèrent en un instant. Ricardo était étendu sur le lit, plus vieux et plus fragile qu'elle ne se souvenait, mais avec les mêmes yeux verts qu'il avait autrefois séduite. Regina murmura. Tendant une main tremblante, tu es venue, non pas pour toi, répondit-elle d'une voix ferme, pour notre fille Luciana qui était près de la fenêtre. Il bougea mal à l'aise, je vais vous laisser seule, ne la retenez pas Regina, reste, nous avons tous besoin d'entendre la vérité complète. Ricardo ferma les yeux un moment, rassemblant ses forces. Tu as raison, il est temps que tout le monde sache la vérité sur la grossesse, sur les documents que tu as trouvés cette nuit, surtout. Béatrice et Antoine entrèrent silencieusement dans la chambre, fermant la porte derrière eux. Le moment qui changerait leur vie pour toujours était sur le point de commencer. Cette nuit, commença Ricardo, je ne t'ai pas expulsé seulement à cause de la grossesse. Regina, je t'ai expulsé. Parce que tu as découvert quelque chose qui aurait pu détruire non seulement les Mendes, mais toutes les familles puissantes de Paris. Le silence dans la chambre d'hôpital devint dense tandis que Ricardo rassemblait ses forces. Pour continuer, les moniteurs cardiaques marquaient un rythme irrégulier. Comme si même son cœur craignait les vérités qui allaient être révélées, les documents que tu as trouvés cette nuit, Regina, continua Ricardo, révélaient que la fortune des Mendes a été construite sur un mensonge. Mon père, Auguste Mendes,
n'a pas hérité des hôtels de sa famille comme tout le monde le croit. Luciana s'approcha du lit, son visage montrant un mélange de surprise et de crainte. Ricardo, qu'est-ce que tu dis, la vérité? Luciana, la vérité que j'ai gardée pendant des décennies. Ricardo toucha légèrement avant de continuer. Les hôtels appartenaient à l'origine à la famille Oliveira. Béatrice et Regina échangèrent des regards d'effroi. Antoine, qui était resté silencieux, s'approcha davantage du lit. La famille, la mère, demanda incrédule. Oui, répondit Ricardo, ton grand-père, José Oliveira, était le véritable propriétaire du réseau hôtelier. C'était un homme visionnaire qui a construit un empire à partir de rien. Mon père était son comptable et meilleur ami, ou du moins c'est ce que José croyait. Regina porta une main à sa poitrine. Mon père n'a jamais parlé d'hôtel, il était un simple commerçant au marché. Pourquoi a-t-il tout perdu? Expliqua Ricardo. Mon père a falsifié des documents, manipulé des contrats et peu à peu a transféré la propriété des hôtels à son nom. Quand José a découvert la tromperie, mon père a utilisé ses connexions pour ruiner, l'a mis à la rue, menaçant de détruire toute sa famille. S'il parlait, par ce fait, grand-mère Clara a commencé le commerce des coccinats, murmura Regina, les pièces s'assemblant dans son esprit. Après avoir tout perdu et des années plus tard, n'est-ce pas? Continua Ricardo. Ta voix brisée, l'histoire s'est répétée quand tu as trouvé ces documents, j'ai agi comme mon père, je t'ai éloigné, t'ai menacé, perpétuant le cycle de mensonges et de trahison. Antoine frappa le mur avec frustration. Tout ce temps, nous avons vécu dans un mensonge, la fortune que nous avons joui, le manoir, les hôtels, tout a été volé. C'est pourquoi tu es allé dans les rues, endeuillé. Béatrice, regardant son frère, je ne pouvais pas vivre avec cette vérité. C'est pourquoi maintenant je veux faire ce qui est juste, intervint Ricardo. Béatrice, la moitié des hôtels que je veux te laisser en héritage n'est pas un cadeau, c'est une restitution, le fer qui a toujours dû appartenir à ta famille. Luciana, qui était restée silencieuse, s'approcha de Regina. Maintenant, je comprends pourquoi Ricardo a tant changé après t'avoir rencontré. Tu étais la petite fille de José, c'était comme si le destin avait conspiré pour exposer la vérité. Le destin, murmura Regina, ou peut-être la recette des coccinats de ma mère, grand-mère. Clara disait toujours que cette recette avait sauvé notre famille une fois et qu'elle le referait de nouveau quand ce serait nécessaire. Soudain, Ricardo commença à s'agiter, les moniteurs émettant des signaux d'alarme. Les infirmières entrèrent rapidement dans la chambre, demandant à tous de sortir dans le couloir. Les quatre demeurèrent en silence, traitant les révélations. Béatrice prit la main de sa mère tandis qu'Antoine s'appuyait contre le mur, perdu dans ses pensées. Que allons-nous faire maintenant? Demanda finalement Luciana, sa voix à peine un murmure. Qu'est-ce que grand-mère Clara aurait voulu? Répondit Béatrice avec détermination. Reconstruire, ne pas détruire. Guérir, ne pas se venger. Regina regarda sa fille avec fierté. Ta grand-mère serait si fière de toi, de la femme que tu es devenue. Les documents originaux, intervinrent Antoine. Je les ai gardés dans un endroit sûr, je les ai trouvés dans le bureau de papa quand j'ai découvert tout cela, nous pourrions ne pas. Interrompit Béatrice. Non, je ne veux pas construire mon avenir sur le passé, mais je veux honorer la mémoire de grand-père José et de grand-mère Clara. J'ai une meilleure idée. Quelques jours plus tard dans la cuisine du stand de Coxina, Béatrice exposa son plan devant sa famille réunie. Le lieu était fermé et l'arôme du café fraîchement préparé se mêlait à la vapeur des Coxinas qui continuait d'être la spécialité de la maison. Je veux transformer l'hôtel principal des Mendes en une école de gastronomie traditionnelle française, expliqua Béatrice, ses yeux brillants de détermination. Un endroit où les recettes familiales, comme celles de grand-mère Clara, peuvent être préservées et transmises aux nouvelles générations. Qui avait abandonné son costume usé pour des vêtements plus décontractés, acquiesça pensivement. L'hôtel de Paris a l'emplacement parfait et assez d'espace. Mais c'est l'hôtel le plus emblématique du réseau, objecta Luciana, bien que ta voix manifeste de conviction, c'est le visage des Mendes depuis des décennies, répondit Béatrice. Quelle meilleure façon d'honorer à la fois les Oliveira et les Mendes que de transformer un symbole de tromperie en un lieu d'espoir et de tradition. Regina, qui était restée silencieuse, parla finalement. Mon grand-père José a toujours rêvé de créer quelque chose qui
durerait dans le temps, quelque chose qui irait au-delà de l'argent. Grand-mère Clara y avait réussi avec ses coccinats et maintenant tu veux porter cela plus loin? Pas seulement cela, continua Béatrice, en montrant quelques croquis sur lesquels elle avait travaillé, je veux que le restaurant principal de l'hôtel porte le nom de José et Clara, en l'honneur de mes grands-parents et de toutes les familles qui gardent vivante la cuisine traditionnelle française. Luciana s'approcha des croquis, les étudiant avec intérêt. C'est magnifique et ça a du sens commercialement. La gastronomie française est à son meilleur moment à l'international et nous pourrions offrir des bourses d'études pour les jeunes des quartiers de Liberté et autres quartiers traditionnels, non seulement les recettes mais aussi les histoires. Derrière elle, à ce moment, Margarida entra dans le lieu avec des nouvelles de l'hôpital. Ricardo est stable, annonça-t-elle, les médecins disent qu'il pourra rentrer chez lui dans quelques jours. Un silence réfléchi tomba sur le groupe. Finalement, Regina parla. Peut-être est-il temps de laisser le passé reposer. Grand-mère Clara disait toujours que le véritable pardon n'est pas d'oublier mais de transformer la douleur en quelque chose de beau, en quelque chose. Béatrice sourit, j'ai quelque chose de plus à te montrer. Elle sortit un autre ensemble de papiers de son sac. J'ai recherché des programmes de préservation culturelle, il existe une fondation qui pourrait nous aider à documenter et préserver les recettes traditionnelles de toute la France. La Fondation Saveurs du Peuple, lut Antoine. Elles sont présentes dans toute l'Europe. Exact, confirma Béatrice, elles sont dans notre projet, elles ont le potentiel de créer un réseau d'écoles similaires dans d'autres régions. Luciana se leva, marchant vers la petite fenêtre qui donnait sur la rue. Ricardo a besoin de savoir cela. Je pense que pour la première fois dans sa vie, il pourrait se sentir vraiment fier de quelque chose. Il y a encore une chose, ajouta Regina, se dirigeant vers le vieux placard de la cuisine. J'ai pris une boîte usée et je l'ai ouverte, révélant un livre de recettes. C'était le journal de recettes de grand-mère Clara. Il ne contient pas seulement des recettes mais aussi des histoires, des souvenirs, même quelques notes de José sur ses rêves pour les hôtels. Béatrice prit le livre avec révérence, ses doigts caressant les pages jaunies. C'est parfait, nous pouvons commencer à numériser ces recettes, créer un fichier qui préserve non seulement les saveurs, mais aussi les souvenirs et j'ai une idée pour le logo, intervint Margarida, qui avait dessiné sur une serviette, montra un croquis simple mais élégant. Deux mains entrelacées tenant une coccina fumante. Les mains représentent l'union des familles, expliqua-t-elle, et la coccina, bien, la coccina est ce qui a tout commencé. Tous sourirent, reconnaissant la vérité dans ces mots. À ce moment-là, le téléphone d'Antoine sonna avec un message de l'hôpital. Ricardo veut voir tout le monde, êtes-vous prêts? Demanda Béatrice, regardant sa mère et son frère. Prêt à écrire un nouveau chapitre, répondit Regina, gardant le livre de recettes dans son sac, un que grand-mère Clara serait fière. En lisant, la chambre de l'hôpital avait changé ces derniers jours, les fleurs fraîches que Luciana apportait chaque matin remplissaient l'environnement de leur arôme et les rideaux ouverts laissaient entrer la lumière du crépuscule. Ricardo, bien qu'encore faible, était assis sur le lit, notablement plus rétabli. Une école de gastronomie, répéta Ricardo. Après que Béatrice ait exposé son plan, ses yeux, auparavant éteints par la culpabilité, brillaient maintenant d'une lueur d'espoir. Pas seulement cela, papa intervint. Antoine, en étendant les plans sur la table de l'hôpital, ce sera un centre culturel complet. L'hôtel de Paris se transformera en un espace où la tradition et l'innovation se rencontrent. Regina, qui restait près de la porte, observait la scène avec un mélange d'émotion, voyant en Béatrice la même passion qui avait caractérisé José, son père, lorsqu'il parlait de ses rêves pour les hôtels. Le restaurant principal continua. Béatrice portera le nom de mes grands-parents, José et Clara, ce sera un hommage non seulement à eux, mais à toutes les familles qui ont gardé vivantes nos traditions culinaires. Ricardo tendit une main. Direction du livre de recettes que Regina avait apporté, puis-je, demanda doucement. Regina s'approcha et lui remit le livre. Ricardo l'ouvrit avec soin, ses doigts parcourant les pages jaunies remplies de la belle écriture de Madame Clara. Il y a quelque chose ici, murmura-t-il, s'arrêtant sur une page spécifique, une note de José. Tous se rapprochèrent alors que Ricardo lisait à haute voix. Chère Clara, les hôtels ne sont que des bâtiments, le véritable héritage est dans ce que nous faisons avec eux, rêvons d'endroits où les gens ne
Se contentent pas de ces journées, mais où ils trouvent le goût d'un chez-soi loin de chez eux. Luciana, qui était restée silencieuse, essuya une larme, c'est exactement ce que Béatrice propose et il y a plus, ajouta Antoine, la Fondation Saveurs du Peuple est intéressée à collaborer, nous pourrions créer un réseau d'écoles similaires dans toute la France. Ricardo ferma lentement le livre. Son visage reflétant une profonde réflexion. Pendant des années, j'ai porté la culpabilité de ce que mon père a fait et ensuite la culpabilité de mes propres actions, mais ceci fait un geste vers les plans, c'est de la rédemption, je ne cherche pas la rédemption, interrompit Béatrice avec fermeté, je cherche la justice, une justice qui ne détruit plus mais construit, qui ne divise plus mais unit. Regina finalement se tourna vers lui, se plaçant à côté d'eux. Sa fille, grand-mère Clara disait toujours que la meilleure vengeance est le succès, mais elle ne parlait pas du succès économique, mais du succès du cœur. L'hôtel, continua Ricardo, mais il fut interrompu par une quinte de tout. Lorsqu'il se remit, il continua, l'hôtel sera à toi, Béatrice. Complètement à toi, sans condition, sans attache. Corrigé, répondit Béatrice, prenant la main de sa mère, ce sera de la famille des deux familles. Luciana s'approcha d'eux. Regina, hésitant un moment avant de parler, je ne t'ai jamais demandé pardon, dit-elle. Doucement, pour toutes ces années, pour mon silence complice. Le pardon, répondit Regina, comme la bonne nourriture, cela prend du temps pour développer sa saveur, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. À ce moment-là, Margarida entra dans la chambre avec une petite boîte thermique. Excusez l'interruption, mais j'ai pensé que tout le monde pourrait avoir besoin d'un peu de réconfort. Ouvrit-elle la boîte, révélant des coccinas fraîchement faites, préparées avec la recette de Madame Clara. Le premier service du futur restaurant José et Clara partagea les coccinas dans cette chambre d'hôpital, quelque chose commença à guérir. Ce n'était pas seulement le corps de Ricardo mais aussi les blessures du passé, les fractures familiales, les silences de décennies, savait Béatrice. Grand-mère Clara disait toujours qu'une bonne coccina non seulement nourrit le corps mais aussi l'âme, et elle avait raison, répondit Ricardo, goûtant son premier bouchée avec des larmes aux yeux. Comme toujours, Madame Clara avait raison. Une semaine plus tard, le hall de l'hôtel de Paris fourmillait d'activités, architectes, designers et entrepreneurs allaient et venaient tandis que Béatrice et Antoine supervisaient le majestueux espace avec ses colonnes de marbre et ses lustrants cristal. Il se transformerait bientôt en quelque chose de complètement nouveau. La zone principale se transformerait en salle de classe pratique, expliquait Béatrice en pointant vers différentes sections des plans. Nous voulons garder les éléments historiques du bâtiment tout en les adaptant à leur nouveau but. Les clients actuels sont intrigués, commenta Luciana, qui venait de se joindre à la conversation. Beaucoup ont demandé s'ils pourraient suivre des cours rapides pendant leur séjour. C'est une excellente idée, s'exclama Antoine en prenant des notes sur sa tablette. Nous pourrions offrir des ateliers spéciaux pour les touristes, en plus des programmes réguliers. Regina, qui observait tout depuis un coin du hall, ne pouvait s'empêcher de ressentir une mélange de fierté et de nostalgie, ce même endroit où j'ai travaillé comme employé des années dernières serait maintenant une partie de l'héritage de notre famille. Mademoiselle Mendes, ou devrais-je dire Mademoiselle Oliveira, interrompit un élégant gentleman. S'approchant du groupe, je suis Édouard Vasconcelos de la Fondation Saveurs du Peuple. Béatrice, s'il vous plaît, répondit-elle avec un sourire chaleureux, et je préfère qu'on m'appelle par les deux noms de famille, Mendes Oliveira. C'est le moment d'unir et non de diviser. Édouard acquiesça, approuvant. J'aime cette philosophie, et en parlant d'union, j'ai une proposition intéressante pour vous. Il ouvrit son dossier et sortit plusieurs documents. Nous avons été en contact avec d'autres familles traditionnelles de la gastronomie française, elles sont très intéressées à participer comme instructrice à l'école. La mère appela Béatrice, émue. Venez voir ça. Regina se approcha du groupe et ses yeux s'ouvrirent de surprise en reconnaissant certains noms sur la liste, Madame Zezé, celle des Mocca de la Bretagne, et son Joachim, le maître de la bouillabaisse de Marseille, les mêmes. Confirma Édouard, votre projet a suscité beaucoup d'intérêt dans la communauté gastronomique. Il voit cela comme une opportunité de préserver des recettes et des techniques qui pourraient se perdre avec le temps, c'est exactement ce que grand-mère Clara aurait voulu, murmura Regina, émue. À ce moment-là, Margarida arriva en courant dans le hall, agitant un papier dans sa main. Béatrice, Regina, vous n'allez pas croire ce que j'ai trouvé.
Tous se rassemblèrent autour d'elle alors qu'elle dépliait ce qui semblait être un vieux plan de l'hôtel. Je nettoyais le vieux bureau quand j'ai trouvé ça derrière un cadre, c'est le projet original du hôtel, signé par José. Regina prit le papier avec des mains tremblantes. Regina, c'est la lettre de mon père, et regardez, il y a une note, lue-elle à haute voix, le véritable luxe n'est pas dans le marbre ou les lustres, mais dans le fait de faire en sorte que chaque client se sente chez lui. Un jour, cet endroit sera plus qu'un hôtel, ce sera un centre où la culture et la tradition se rencontreront. Je l'avais déjà rêvé, murmura Béatrice, ses yeux brillants de larmes contenues, et il y a plus, continua Margarida, pointant un autre document, j'ai trouvé de la correspondance entre José et plusieurs cuisiniers traditionnels de l'époque, il voulait créer une école de cuisine traditionnelle à l'intérieur de l'hôtel, mais mon père l'a empêché, compléta Luciana. Doucement. Ricardo m'a raconté à l'hôpital, Auguste a convaincu le conseil d'administration que c'était une idée trop risquée, et bien maintenant, déclare Antoine avec détermination, nous allons réaliser ce rêve et nous ferons mieux que même grand-père José n'aurait pu imaginer. Béatrice prit le vieux plan et le plaça avec les nouveaux projets. Regardez comment tout s'emboîte, c'est comme si le passé et le présent se rencontraient parfaitement, comme le goût d'une bonne bouillabaisse, sourit Regina. Couche et couche d'histoire, de tradition et d'amour se mélangeant pour créer quelque chose de nouveau. Et beau. Édouard observait la scène avec une satisfaction évidente, je pense que je viens de presser le véritable esprit de ce projet, aimeriez-vous commencer à planifier la cérémonie d'inauguration dans les jours suivants? Alors qu'ils avançaient dans les rénovations de l'hôtel de Paris, chaque coin semblait révéler de nouveaux secrets. Pendant le nettoyage d'un ancien dépôt dans le sous-sol, les travailleurs découvrirent un coffre caché derrière de vieilles étagères. Nous avons besoin de la combinaison, dit Antoine en examinant le mécanisme rouillé, ça doit avoir des décennies sans être ouvert. Béatrice étudiait le coffre avec curiosité. Regardez. Il y a quelque chose de gravé ici, cela ressemble à une date. Elle nettoya soigneusement la poussière. 2207-19-1963. Regina, qui venait d'arriver avec un plateau de café pour les travailleurs, s'arrêta soudainement, c'est la date de ma naissance. Luciana, qui supervisait la rénovation du sous-sol, s'approcha avec intérêt, José utiliserait la date de naissance de sa fille comme combinaison. Avec des mains tremblantes, Regina tourna les chiffres, un clic résonna dans le silence du sous-sol et la porte du coffre s'ouvrit avec un grincement, l'intérieur révélant un trésor de documents anciens, photographies et un journal personnel, mais ce qui attira le plus l'attention était une enveloppe jaunie adressée à « Ma chère Regina, c'est l'écriture de papa », murmura Regina en prenant l'enveloppe avec révérence. « Lis, maman », l'encouragea Béatrice. Alors que tous se rassemblaient autour. Regina ouvrit l'enveloppe et commença à lire. « Ma chère fille, si tu lis ceci, cela signifie que tu as trouvé le chemin. Retour à l'hôtel, comme je l'ai toujours su que tu le ferais. Il y a des vérités que tu dois savoir. Des vérités qui vont au-delà de la trahison d'Auguste Mendes. L'hôtel n'était pas seulement un business pour moi, c'était le rêve de ta mère. Avant de partir, c'est elle qui a d'abord imaginé l'école de cuisine, qui rêvait d'un endroit où les traditions culinaires de la France pouvaient être préservées et transmises. Dans cette enveloppe, tu trouveras le livre de recettes originales de ta mère avec des annotations que je n'ai jamais partagées avec personne, tu trouveras aussi des documents qui prouvent qu'Auguste et moi n'étions pas seulement partenaires. Nous étions frères. Un soupir collectif interrompit la lecture. Luciana s'appuya au mur, visiblement affectée. Les frères murmuraient Antonio, alors Regina continua à lire. Oui, Augusto était mon demi-frère bien que peu le sache, peut-être que c'est pour cela que sa trahison a fait plus mal. Mais je ne garde pas ce secret pour nourrir des rancéures, mais pour qu'ils comprennent que les liens qui unissent nos familles sont plus profonds que l'argent ou les affaires. Le véritable trésor du palais de Paris n'est pas dans ses murs ou dans ses comptes bancaires, mais dans les histoires que gardent ses cuisines, dans les rêves qui ont mijoté sur ses cuisinières, dans l'amour que votre mère a mis dans chaque recette qu'elle a créée ici. Pardonnez Augusto, comme je l'ai finalement pardonné. La haine ne fait qu'empoisonner l'âme, et il y a des recettes trop délicieuses pour être créées afin d'amertumer nos cœurs avec un amour éternel, votre père José. Le silence qui s'ensuivit fut interrompu par le bruit de pas. Ricardo, en fauteuil roulant, poussé par une infirmière, était arrivé au sous-sol. « Mon père, dit-il d'une voix étreinte, mon père ne m'a jamais dit que nous étions cousins.
Nous sommes plus que cousins, répondit Béatrice en prenant le vieux livre de recettes de l'enveloppe. Nous sommes une famille, et regardez ceci. Elle ouvrit le livre de recettes à une page marquée. C'était la recette originale des coccinats qui avait rendu la famille Oliveira célèbre, mais avec une note spéciale pour ma belle-sœur Luciana. Quand tu seras prête à apprendre que la véritable richesse se mesure dans l'amour que nous mettons dans ce que nous cuisinons. Luciana s'approcha, les yeux pleins de larmes. Ma mère connaissait cette recette? Regina acquiesça lentement. Grand-mère Clara disait toujours que cette recette avait un secret spécial, quelque chose qui unissait les familles. Maintenant je comprends pourquoi. Et regardez la date de cette recette, fit-elle remarquer Antonio. Elle a été écrite le jour où Ricardo est né, le même jour où ma mère a promis de m'apprendre à cuisiner. Murmura Luciana, une promesse qu'elle n'a jamais pu tenir. Béatrice prit les mains de tout le monde, formant un cercle dans ce sous-sol poussiéreux. Alors faisons en sorte que cette école soit plus qu'un projet d'affaires, faisons l'accomplissement de toutes ces promesses inachevées. La cuisine expérimentale de l'hôtel, récemment rénovée pour les futures classes, s'était transformée en décor d'un moment historique. Luciana Mendes, toujours élégante dans ses costumes de créatrice, portait maintenant un tablier blanc avec le logo provisoire de l'école José et Clara. « Je ne sais pas si je peux faire ça », murmura Luciana, les mains tremblantes, tandis que Regina préparait les ingrédients pour les coccinats. « Bien sûr que tu peux », répondit Regina doucement. « La cuisine est dans ton sang, même si tu ne le savais pas. Ta mère le savait ?» Béatrice et Antonio observaient depuis l'îlot de la cuisine tandis que Margarida documentait tout avec une caméra professionnelle. « Ce sera parfait pour la vidéo d'inauguration », commenta-t-elle, se concentrant sur les visages émouvés des deux femmes. « La première leçon commence, dit Regina. La coccina parfaite commence bien avant la pâte, elle commence avec l'intention, avec l'amour que nous mettons dans chaque préparation. » Luciana ferma les yeux, se rappelant des fragments de son enfance. L'arôme qui sortait de la cuisine quand sa mère préparait quelque chose de spécial, les rires partagés en secret avec les employés, les moments que son père avait toujours désapprouvés. Sa mère continua, Regina avait l'habitude de venir secrètement dans la cuisine de l'hôtel, elle fuyait les fêtes élégantes pour apprendre avec Donna Clara. On l'appelait la dame des coccinats cachés. Ma mère, Luciana, ouvrit les yeux, surprise, mais elle avait toujours semblé si éloignée de tout ce qui concernait la cuisine parce que son père avait interdit. Intervint Ricardo de son fauteuil roulant, qui avait été placé près de l'entrée de la cuisine. Il disait que les femmes de la société ne devaient pas se mêler aux employés, mais elle était heureuse ici. Regina commença à guider les mains de Luciana dans la préparation de la pâte. « Regarde, doucement mais fermement, la pâte doit ressentir ton intention. » Pendant qu'elle travaillait, elle continuait à filmer, capturant le moment où Luciana, pour la première fois de sa vie, se connectait à une partie de son histoire qui était restée cachée. « Il y a une chose de plus, dit Regina en sortant un petit carnet de son sac. J'ai trouvé ça entre les pages du livre de recettes de ta mère. Ce sont des notes qu'elle a écrites sur toi. » Luciana s'arrêta, ses mouvements ralentis, la pâte oubliée un moment. Avec les mains tremblantes, elle prit le carnet et lut à haute voix. « Ma chère Luciana, chaque fois que je prépare ces coccinats en secret, je pense à toi. Je rêve du jour où nous pourrons cuisiner ensemble sans peur, sans prétention. La cuisine est le seul endroit où je me sens vraiment libre, où les barrières sociales disparaissent et où seul l'amour que nous mettons dans chaque plat compte. J'espère qu'un jour, tu trouveras ta propre liberté dans ces saveurs. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Luciana, tachant son tablier avec de petites gouttes sombres. « Maman, tu m'as toujours dit que tu gardais un secret spécial pour moi, murmura-t-elle, je n'aurais jamais imaginé que ce soit ça, les secrets de la cuisine. » Regina sourit. « Ils sont comme les bons piments, parfois piquants, parfois doux, mais toujours transformant le plat. » Béatrice s'approcha de sa tante en l'embrassant sur les épaules. « Tu sais, nous pourrions créer un programme spécial à l'école, quelque chose qui honore la mémoire de ta mère et de toutes les femmes qui ont cuisiné en secret, maintenant vivantes les traditions malgré tout. » Les cuisinières secrètes, suggéra Antonio, un cours qui raconte ses histoires, qui récupère ses recettes gardées. Luciana acquiesça, essuyant ses larmes et revenant à la pâte avec une détermination renouvelée. Ma mère serait fière de voir cela, toutes nos mères le seraient. Et regardez ceci, fit-il remarquer, ayant révisé davantage de documents du sous-sol. Il y a des photographies de réunions secrètes dans la cuisine, des femmes de la société apprenant avec les cuisinières traditionnelles. C'était tout un mouvement clandestin, un mouvement qui peut maintenant être dévoilé, affirma Ricardo, comme cela aurait dû être depuis le début. La pâte sous les mains de Luciana commençait à prendre forme, et avec elle une nouvelle tradition naissait,
une tradition qui ne distinguait pas entre nom de famille ou classe sociale, qui unissait le passé au présent à travers le langage universel de la cuisine. Une semaine après la première classe de Coxina, le hall principal du Palais de Paris s'était transformé en un musée improvisé. Des photographies anciennes, des recettes jaunies et des ustensiles de cuisine traditionnels étaient soigneusement exposés, racontant l'histoire secrète des cuisinières secrètes. Incroyable, combien de femmes ont fait partie de cela, commenta Béatrice en ajustant le cadre d'une photographie montrant un groupe de dames élégamment vêtues, toutes avec des tabliers sur leurs robes de fête. Luciana, qui passait maintenant plus de temps dans la cuisine que dans les réunions du conseil d'administration, pointa une des femmes sur la photo. C'est Donna Bérénice Albuquerque, sa petite fille m'a contacté hier. Elle a tous les carnets de recettes de sa grand-mère et veut les donner à l'école. Et elle n'est pas la seule, ajouta Margarida, révisant sa tablette. Depuis que nous avons commencé à partager cette histoire sur les réseaux sociaux, nous avons reçu des messages de familles de toute la France, toutes avec des histoires similaires, grand-mère, mère et tante qui maintenaient vivantes les traditions culinaires en secret. Regina, qui organisait un groupe d'anciens ustensiles de cuisine, sourit avec nostalgie. Grand-mère Clara disait toujours que la véritable flamme se trouvait dans les cuisines. À ce moment, Eduardo Vasconcelos de la Fondation Saveurs du Peuple entra dans le hall, accompagné d'une dame âgée qui capta immédiatement l'attention de tous. « Je vous présente Donna Mercedes Santos », annonça Eduardo. Elle était la chef principale de l'hôtel dans les années 60. Luciana resta sans souffle. « Donna enseignait à ma mère en secret », répondit l'aîné, souriant, ses yeux brillants de reconnaissance. « Luciana, tu es identique à elle. Ta mère était ma meilleure élève. » Antonio, qui documentait tout pour les archives historiques de l'école, s'approcha avec intérêt. « Donna Mercedes, vous avez rencontré grand-père José ?»« Oui, le connaître. »« C'est lui qui a tout créé », répondit la dame en gesticulant vers les photographies. « Votre grand-père comprenait que la véritable richesse du pays résidait dans ses cuisines, pas dans ses salons de bal. » Ricardo, qui observait tout depuis son fauteuil roulant, parla doucement. « C'est pour cela que mon père l'a trahi, ce n'était pas seulement pour l'argent. » Donna Mercedes acquiesça. Augusto Mendes voulait un hôtel international, José rêvait d'un espace célébrant nos racines. Les cuisinières secrètes étaient sa forme de résistance, et maintenant, intervint Béatrice, nous pouvons réaliser ce rêve. Mais nous avons besoin de votre aide, Donna Mercedes. Nous voulons que les nouvelles générations apprennent non seulement les recettes, mais aussi les histoires derrière elles. La cuisinière âgée s'approcha d'une vitrine où étaient exposés de vieux pilons et des casseroles en terre cuite. Chaque ustensile a une histoire, chaque recette est un morceau de notre identité. Je vous enseignerai tout ce que je sais. Et il y en avait plus, ajouta Eduardo en sortant quelques documents de son sac. L'UNESCO est intéressé par la déclaration de ce mouvement des cuisinières secrètes comme patrimoine culturel et matériel. Son impact sur la préservation de la gastronomie française est plus significatif que nous ne le pensions. Luciana s'approcha de Donna Mercedes, prenant ses mains ridées entre les siennes. Pourriez-vous me dire plus sur ma mère, sur ce qu'elle cuisinait ensemble ? Bien sûr, sourit la dame âgée. Je vais t'enseigner comme j'ai enseigné à ta mère. La cuisine a sa propre mémoire. Tu sais, dans chaque mouvement, chaque technique, il y a le souvenir de celles qui nous ont précédés. Regina observait la scène les larmes aux yeux. Grand-mère Clara avait raison, elle disait qu'un jour toutes les histoires que ces murs gardaient seraient révélées, et pas seulement révélées, affirma Béatrice avec détermination. Elle deviendrait la base de quelque chose de nouveau, quelque chose qui honore autant le passé que le futur. Alors que le soleil entrait par les fenêtres de l'hôtel, baignant les photographies et les recettes de sa lumière dorée, l'esprit de toutes ces cuisinières secrètes semblait remplir l'espace. Leurs histoires, longtemps silencieuses, trouvaient enfin leur voix dans les murs du Palais de Paris. Un matin d'août de samedi, Donna Mercedes fut trouvée assise dans la cuisine rénovée de l'hôtel, entourée de Luciana, Béatrice, Regina et Margarida. L'arôme de café fraîchement fait et de pain au fromage remplissait l'atmosphère, tandis que la cuisinière âgée désencombrait le carnet de recettes avec un moyen spécial de préparer la feijoada. Chaque ingrédient doit être sauté en pensant à la personne qui le mangera. Luciana caressa les pages jaunies, reconnaissant l'élégante écriture de sa mère. Je n'ai jamais compris pourquoi elle s'est tellement éloignée de la cuisine. Dans ces dernières années, elle ne s'est pas éloignée de son plein gré, répondit Donna Mercedes, sa voix chargée de tristesse. C'est après qu'Augusto a découvert les réunions secrètes qu'il a menacé de l'éloigner de toi si elle continuait ses comportements inappropriés de dame. Mon grand-père a fait cela, demanda Antonio qui venait d'entrer dans la cuisine.
Votre grand-père craignait que les traditions françaises ternissent le prestige international de l'hôtel. Explique la dame âgée, mais il y a quelque chose qu'il n'a jamais su. Elle se leva lentement et se dirigea vers un coin spécifique de la cuisine. Là, avec l'aide d'Antonio, ils retirèrent un panneau du mur, révélant un petit espace caché à l'intérieur. Ils trouvèrent une boîte métallique, le trésor des cuisinières. Chaque femme qui a cuisiné en secret ici y a gardé quelque chose de spécial, sourit Donna Mercedes. En ouvrant la boîte, ils trouvèrent un collage de souvenirs, des photographies, des recettes, de petites notes et même un tablier miniature. Ce tablier, dit Donna Mercedes en le prenant soigneusement, ta mère l'a fait pour toi, Luciana. Elle espérait te le donner quand tu serais assez grande pour cuisiner ensemble. Luciana prit la petite pièce, ses doigts traçant les initiales brodées LM. Jamais, jamais je n'ai su cela. Et regardez ceci, fit-elle remarquer Regina en retirant une photographie où 3 femmes souriaient, la mère de Luciana, Donna Clara, et une troisième qu'elle reconnaissait toutes. C'est Irasma Rodriguez, s'exclama Béatrice, la célèbre chef qui a révolutionné la cuisine française dans les années 70. Oui, confirma Donna Mercedes. Irasma a commencé ici, lors de nos réunions secrètes. Ta mère, Luciana, a été celle qui l'a inspirée à suivre son rêve de devenir chef professionnel. Mais la dame âgée continua en retirant une enveloppe scellée. Cette enveloppe contient quelque chose que ta mère a écrit pour toi, Luciana. Elle m'a demandé de le garder ici et de te le remettre seulement quand tu serais prête à recevoir ton héritage culinaire. Avec des mains tremblantes, Luciana ouvrit l'enveloppe. Ma chère Luciana, si tu lis ceci, cela signifie que tu as enfin trouvé ton chemin vers la cuisine, l'endroit où j'ai toujours été le plus heureuse. La société peut dire qu'une femme de notre classe n'appartient pas parmi les casseroles et les cuisinières, mais la vérité est que c'est ici que j'ai trouvé ma véritable essence. Chaque recette dans mon carnet raconte une histoire d'amour pour nos traditions, pour notre culture, et surtout d'amour pour toi. Chaque plat que j'ai appris à préparer, je l'ai fait en pensant au jour où nous pourrons les cuisiner ensemble. Si je n'ai pas pu te l'enseigner de mon vivant, j'espère que ces recettes, ces mémoires gardées en secret, te guideront dans la cuisine. Mon amour est plus qu'un lieu pour préparer des aliments, c'est un sanctuaire où les femmes de toutes les classes sociales se rencontrent en égalité, où nous gardons nos secrets et préservons notre identité. Amour éternel, maman. Le silence qui suivit ne fut interrompu que par le doux bouillonnement d'une casserole où Donna Mercedes avait commencé à préparer du chocolat chaud. Ta mère, dit la dame âgée en servant la boisson dans des tasses traditionnelles en terre cuite, serait fière de voir en quoi cet hôtel se transforme. Un lieu où enfin les cuisines secrètes seront dévoilées. Et pas seulement cela, ajouta Béatrice, mais un endroit où son héritage continuera à travers chaque étudiante qui apprendra ses recettes, ses histoires. Luciana, toujours tenant le tablier d'enfant, se leva avec détermination. Donna Mercedes, vous m'enseigneriez à préparer la feijoada comme vous avez enseigné à ma mère. La dame âgée sourit, ses yeux brillants de larmes contenues. Je pensais que je ne le demanderais jamais, ma chère. La nouvelle des cuisinières secrètes du Palais de Paris s'était répandue comme l'arôme de cannelle et de clous de girofle dans toute la ville. Ce matin-là, la cuisine expérimentale bourdonnait d'activité alors que Luciana donnait sa première classe formelle de feijoada avec Donna Mercedes, qui expliquait son secret. Chaque ingrédient n'est pas seulement dans les ingrédients, mais dans le temps que nous consacrons à chaque étape, disait la dame âgée en guidant les mains de Luciana dans le sauté des assaisonnements. Ce n'est pas seulement dans les ingrédients, mais dans le temps que nous consacrons à chaque étape. Ta mère disait que la feijoada est comme la vie, complexe, patiente et pleine de couches de saveurs. Béatrice filmait la scène pour les archives historiques de l'école tandis que Regina et Margarida organisaient plus de documents trouvés dans le cache de la cuisine. Regardez ceci, s'exclama Margarida en retirant un groupe de lettres attachées avec un ruban décoloré. Ce sont des lettres entre la mère de Luciana et d'autres cuisinières secrètes de différents hôtels du pays. D'autres hôtels, demanda Antonio en entrant avec Ricardo dans son fauteuil roulant. Donna Mercedes acquiesça sans cesser de superviser le sauté des assaisonnements. Les cuisinières secrètes n'étaient pas seulement de cet hôtel, elles formaient un réseau qui s'étendait dans toute la France. Nous nous appelions les gardiennes du goût, comme une société secrète, murmura Ricardo. Mais au lieu de conspiration politique, elles partageaient des recettes et des traditions, plus que cela, répondit Donna Mercedes. Nous étions les gardiennes d'une façon de vivre qui se perdait quand les grands hôtels ont commencé à préférer la cuisine internationale. Nous avons maintenu vivante la flamme de nos traditions. Luciana, concentrée sur sa tâche, sentait que chaque mouvement la connectait davantage avec sa mère. C'est pourquoi elles ont tout gardé en secret, pour protéger les recettes,
pour protéger notre identité, corrigea Donna Mercedes. Chaque recette raconte l'histoire d'une famille, d'un peuple, d'une tradition. Ta mère comprenait cela mieux que quiconque. Soudain, Regina poussa un petit cri en ouvrant une des lettres. Je n'arrive pas à croire. Cette lettre est de ma mère à la tienne, Luciana. Tout le monde s'approcha alors que Regina lisait. Chère Elena, la feijoada que nous avons préparée ensemble la semaine dernière m'a rappelé pourquoi nos cuisines sont si importantes. Elles ne sont pas seulement des endroits pour préparer des aliments, elles sont des sanctuaires où les différences sociales disparaissent et où nous sommes simplement des femmes, préservant l'âme de la France. Ta fille Luciana a les mêmes yeux brillants que toi lorsque tu observes la préparation des plats. Un jour, lorsque les temps changeront, nos filles continueront cet héritage ensemble, sans avoir besoin de se cacher. Avec amour, Clara, nos mères. Regina, nos mères, murmura Luciana, étaient amies en secret, plus que des amies. Donna Mercedes sourit. Elles étaient des sœurs dans la cuisine, comme vous l'êtes maintenant. Béatrice s'approcha de Luciana, prenant ses mains tachées d'assaisonnement. Et voyez comment le destin nous a unis, exactement comme elles l'ont rêvé. À ce moment-là, Eduardo Vasconcelos entra dans la cuisine avec une expression animée. Vous devez voir ceci, déplia-t-il plusieurs documents sur la table. Nous avons trouvé des registres des gardiennes du goût dans les hôtels de tout le pays. C'était un réseau immense de femmes qui se consacraient à préserver les recettes traditionnelles, et chaque hôtel continuait à avoir son propre cache dans la cuisine, comme celui que nous avons trouvé ici. Nous parlons d'un trésor national qui est resté caché pendant des décennies. Ricardo, qui était resté silencieux, parla avec une voix étreinte. Tout ce temps, pendant que mon père essayait d'internationaliser les hôtels, ces femmes se battaient pour maintenir vivante notre essence. Et maintenant, Béatrice déclara avec détermination, non seulement préservons cet héritage, mais célébrons-le ouvertement. L'école sera un hommage à toutes ces femmes. En revenant à sa feijoada, elle remarqua que les larmes qui tombaient dans le bouillon se mélangeaient aux saveurs, exactement comme sa mère l'avait décrit dans ses notes. Chaque émotion ajoute sa propre épice au plat. La feijoada, dit Donna Mercedes doucement, comme la vie a meilleur goût quand elle est partagée. La nouvelle sur les gardiennes du goût avait déclenché une réaction en chaîne dans toute la France. En une semaine, le Palais de Paris était devenu l'épicentre d'un mouvement national pour récupérer la mémoire culinaire du pays. Ils avaient reçu des lettres de tous les départements, expliquait Margarida en organisant la correspondance sur la table de réunions improvisées dans la cuisine. Des familles de Nice, Marseille, Lyon, toutes avec des histoires similaires sur leur mère et grand-mère qui faisaient partie du réseau. Béatrice étudiait une carte de la France où elles avaient commencé à marquer les points où se trouvaient les cuisines secrètes. C'est incroyable, chaque hôtel important du pays avait son propre groupe de gardiennes. Et regardez ceci, intervint Eduardo en dépliant un ancien document. Nous avons trouvé le manifeste original des gardiennes du goût, écrit par Donna Clara et la mère de Luciana. Regina prit le papier avec révérence tandis que Donna Mercedes s'approchait pour écouter. Nous, les gardiennes des saveurs ancestrales de la France, nous nous engageons à préserver non seulement les recettes de nos peuples, mais aussi les histoires, les techniques et l'amour qui les rendent uniques. En des temps où la modernité menace d'effacer nos traditions, nous jurons de maintenir vivante la flamme de nos cuisines, en transmettant ces connaissances aux générations futures, que chaque cuisinière soit une école, chaque recette une leçon d'histoire et chaque plat un acte de résistance et d'amour pour notre culture. Signé, Les Gardiennes du Goût, 1965. Luciana, qui avait été en train de préparer la feijoada sous la supervision de Donna Mercedes, s'arrêta pour écouter. C'est comme si elles avaient prévu ce que nous faisons maintenant. Elles ne l'avaient pas prévu, sourit la cuisinière âgée. Elles ont rêvé et planté la graine. Vous réalisez ce rêve. Antonio, qui révisait des documents légaux, leva les yeux de ses papiers. J'ai une idée, et si nous élargissions le projet? Au lieu d'une seule école, nous pourrions créer un réseau national d'écoles de cuisine traditionnelle, utilisant les hôtels Mendes comme centre de préservation culinaire. Ricardo de son fauteuil roulant demanda, exactement? Continua Antonio, chaque hôtel a sa propre histoire, ses propres gardiennes, ses propres recettes locales. Nous pourrions créer un programme qui connecte toutes ces traditions, la route des gardiennes, suggéra Béatrice, les yeux brillants d'enthousiasme, un circuit qui connecte tous les hôtels et leurs cuisines traditionnelles. Eduardo acquiesça avec approbation. L'UNESCO serait très intéressé par un projet de cette ampleur. Nous préserverions non seulement des recettes, mais tout un patrimoine culturel, et nous pourrions commencer ici, ajouta Regina. Le Palais de Paris serait le siège central, l'endroit où tout a commencé. Luciana nettoya ses mains sur son tablier et s'approcha du groupe.
Les premières gardiennes ont uni leurs connaissances en secret. Maintenant nous pouvons faire de même, mais à la lumière du jour, célébrant chaque tradition, chaque histoire. Et il y a plus, dit Margarida en retirant plus de documents du cache. Nous avons trouvé des registres de réunions internationales. Les gardiennes ne préservaient pas seulement des recettes françaises, mais échangeaient aussi des connaissances avec des cuisinières traditionnelles d'autres pays. Un véritable mouvement de résistance culinaire, murmura Ricardo en prenant un des documents. Alors que les grands hôtels se globalisent, ces femmes créaient des réseaux internationaux pour protéger les cuisines traditionnelles de chaque pays. Donna Mercedes s'approcha de la feijoada que Luciana avait préparée et l'approuva avec délicatesse. « Parfait, sourit-elle. Tu as capté l'essence de ta mère, fière, et ceci n'est que le début. » Béatrice déclara en regardant la carte pleine de marqueurs. Chaque point sur cette carte représente une histoire qui attend d'être racontée, une tradition qui mérite d'être préservée. Le groupe se réunit autour de la carte tandis que l'arôme de la feijoada de Luciana remplissait la cuisine, leur rappelant que certaines révolutions commencent avec un simple plat préparé avec amour et résistance. 2 semaines après l'inauguration officielle de l'école, l'ancienne salle de réunion du Palais de Paris s'était transformée en un centre d'opération improvisé. Des cartes, des photographies et des documents couvraient les murs tandis que des représentants de divers hôtels du réseau Mendes se réunissaient pour discuter de l'expansion du projet. Jusqu'à maintenant, nous avons identifié 32 hôtels avec des histoires documentées des gardiennes, expliqua Béatrice en pointant des endroits sur la carte nationale, chacun avec ses propres recettes, ses propres traditions. Luciana, qui divisait désormais son temps entre les réunions de la direction et les cours de cuisine, ajouta « Dans chaque hôtel, nous avons trouvé des cachettes similaires à la nôtre, pleines de recettes et de documents. » Le plus surprenant, intervint Eduardo Vasconcelos, c'est l'organisation qu'elles avaient. Regardez ça, il déplia un ancien document sur la table centrale. Elles avaient un système de communication codifié utilisant des recettes comme message. Regina s'approcha du document avec intérêt. « Les quantités dans les recettes ne sont pas seulement des mesures, n'est-ce pas ?» confirma Donna Mercedes en souriant. Chaque ingrédient, chaque quantité avait une signification spéciale. Par exemple, quand une recette mentionnait 3 piments de parfum, cela signifiait qu'il y aurait une réunion dans 3 jours. Elles étaient plus astucieuses que nous l'avions imaginé, commenta Antonio avec admiration. Pendant que les hommes géraient les hôtels depuis leur bureau, les femmes dirigeaient une révolution depuis les cuisines, compléta Ricardo, sa voix chargée d'émotion. Pensez que nous avons essayé de les supprimer pendant si longtemps, dit-il. À ce moment-là, Margarida entra en courant dans la salle, agitant un groupe de photographies récemment révélées. Vous devez voir ça. Nous avons trouvé à l'hôtel de Nice. Les images montraient des groupes de femmes dans différentes cuisines, toutes avec le même éclat de détermination dans les yeux. Mais une photographie en particulier capta l'attention de tous. Elle montrait la mère de Luciana et Donna Clara avec un groupe de femmes indigènes, toutes préparant une bouillabaisse. Cette photo a été prise en 1967, expliqua Donna Mercedes. C'est à ce moment-là que les gardiennes ont décidé que préserver les recettes de la société ne suffisait pas. Elles ont commencé à voyager vers des communautés indigènes, apprenant et documentant leurs traditions culinaires. C'est pourquoi ma mère disparaissait pendant des jours, murmura Luciana. Elle n'était pas à Paris, répondit Donna Mercedes. Comme disait mon père, elle était dans les montagnes de Provence, dans les villages d'Alsace, dans les communautés de Bretagne, confirma Donna Mercedes. Apprenant, documentant, préservant, ajouta Béatrice, prenant une des photographies où l'on voyait sa grand-mère enseigner à un groupe de jeunes. Elle ne se contentait pas de préserver les recettes, elle créait des ponts entre des mondes différents. La cuisine, répondit Donna Mercedes, a toujours été l'endroit où les différences s'estompent, où une marquise et une cuisinière indigène peuvent être égales devant le feu. Et c'est exactement ce que nous voulons pour nos écoles, déclara Regina. Non seulement enseigner des techniques et des recettes, mais préserver cette philosophie d'amour et de respect, ajouta Eduardo. Pourquoi ne pas inaugurer l'école avec un festival réunissant des cuisinières traditionnelles de tout le pays? Nous pourrions l'appeler la rencontre des gardiennes. Les yeux de Luciana s'illuminèrent, et nous pourrions inviter les filles et les petites filles des gardiennes originales pour créer un pont entre le passé et l'avenir. Plus que cela, ajouta Antonio, nous pourrions documenter leurs histoires, créer un fichier audiovisuel qui préserve non seulement les recettes, mais aussi les vécus de ces femmes extraordinaires. Grand-mère Clara, rappela Regina avec un sourire, disait toujours que chaque recette a 3 ingrédients principaux, mémoire, amour et résistance. Et nous, conclut Béatrice en regardant la carte pleine de marqueurs,
ajoutons un quatrième ingrédient, justice. Justice pour toutes ces femmes qui ont maintenu vivante notre culture dans l'ombre. Pendant que le groupe continuait de planifier, l'arôme d'une nouvelle bouillabaisse s'échappait de la cuisine où un groupe d'étudiants apprenait sous la tutelle de Donna Mercedes. Le futur et le passé s'entrelaçaient dans chaque plat, dans chaque histoire partagée. Les jardins de l'hôtel de Crillon n'avaient jamais vu autant d'activités. 3 jours avant le grand festival inaugural, des tentes blanches s'élevaient comme des fleurs géantes, chacune dédiée à une région différente de la France. L'arôme d'épices et d'herbes fraîches flottait dans l'air tandis que les cuisinières traditionnelles commençaient à arriver de tous les coins du pays. « Donna Zezé !» s'exclama Luciana en courant pour embrasser une vieille dame bretonne qui descendait d'un van. « Je n'en reviens pas que vous soyez venue de si loin, de Saint-Malo. »« Comment ne pas venir ?» sourit la vieille dame. « Votre mère a été ma plus dévouée élève, elle m'a appris que les saveurs ne connaissent pas de classe sociale. » Béatrice supervisait l'installation des stations de cuisine lorsqu'elle remarqua Regina arrêtée devant une des tentes, tenant une vieille photographie. « Qu'avez-vous trouvé, maman ?»« Regarde, » répondit Regina en montrant l'image. Cette photo a été prise exactement dans ce jardin il y a 40 ans. Grand-mère Clara apprenait à faire des croquettes à un groupe de femmes de la haute société. Donna Mercedes s'approcha, s'appuyant sur sa canne. « Ah, je me souviens de ce jour. C'était quand nous avons décidé que les recettes traditionnelles ne devaient pas rester uniquement dans les cuisines populaires. La véritable révolution était que toutes les classes sociales apprennent à valoriser nos racines. » À ce moment-là, un groupe de jeunes étudiants en gastronomie, boursiers du nouveau programme, s'approcha timidement de Donna Mercedes. « Maîtresse, » dit l'une d'entre elles, « nous avons trouvé quelque chose dans le temps, mais encore scellé. » Luciana la reconnut immédiatement, « C'est le sceau de ma mère. » Elle marquait ainsi ses biens les plus importants avec soin. Ils ouvrirent la boîte et trouvèrent un carnet enveloppé dans un tissu et une lettre datée d'une semaine avant que la mère de Luciana ne quitte définitivement la cuisine. « Lisez », encouragea Regina. « Luciana, » dit la lettre, « cette boîte signifie que le temps est venu. Les jardins de cet hôtel ont été témoins de notre résistance silencieuse, de notre amour pour les traditions que l'on nous a interdit de pratiquer ouvertement. Mais j'ai rêvé d'un jour où nos filles et nos petites-filles pourraient cuisiner au soleil sans crainte, célébrant chaque recette comme le trésor culturel qu'elle est. J'ai rêvé d'un temps où les cuisines ne seraient pas des lieux de division, mais d'union. Dans ce carnet, j'ai gardé non seulement des recettes, mais des rêves d'une France où l'art culinaire traditionnel est valorisé autant que la gastronomie européenne la plus raffinée, où chaque cuisinière, quelle que soit son origine, est reconnue comme gardienne de notre identité. À qui trouvera cette boîte ? Continuer notre héritage, préserver non seulement les recettes, mais l'esprit de fraternité qui est né dans ces cuisines avec amour. Elena Mendes, gardienne de l'hôtel de Crillon. Les larmes coulaient sur les joues de Luciana alors qu'elle terminait de lire. Antonio, qui avait filmé toute la scène pour le documentaire, dut faire une pause pour reprendre ses esprits. « Votre mère, » dit Donna Mercedes doucement, « n'a jamais cessé d'être une gardienne. Même quand on l'a forcée à quitter la cuisine, elle a continué de transmettre ses connaissances en secret. Et maintenant, ajouta Béatrice, son rêve se réalise. Regardez autour de vous, des cuisinières de toutes les classes sociales, de toutes les régions, réunies ici, partageant ouvertement leurs connaissances. » Ricardo, de son fauteuil roulant, observait la scène avec un mélange de regret et d'espoir. Combien de temps perdu, combien de sagesse supprimée par des préjugés absurdes, dit-il. Non, ce n'est pas du temps perdu, corrigea Regina, c'est du temps où nous avons semé les graines qui maintenant fleurissent. Chaque recette gardée secrète, chaque technique transmise en secret nous a amenés à ce moment. Le jour du festival était arrivé et les jardins de l'hôtel de Crillon s'étaient transformés en un kaléidoscope de couleurs, d'arômes et de saveurs. Les cuisinières de tous âges et origines se déplaçaient entre les tentes, partageant non seulement des recettes, mais des histoires restées silencieuses pendant des décennies. « Regardez qui est arrivé !» s'exclama Margarida en pointant l'entrée. Une procession de femmes âgées, toutes vêtues de tabliers traditionnels brodés, avançait dignement sur la voie principale. « Les gardiennes originales !» murmura Donna Mercedes avec émotion, « elles sont toutes venues, celles qui sont encore en vie. » Luciana et Béatrice coururent les accueillir, 15 femmes âgées, chacune représentant un hôtel différent de l'ancien réseau des gardiennes du goût. La plus âgée, Donna Jurma de Lyon, avait 92 ans et avait voyagé spécialement pour l'événement. « Quand j'ai reçu l'invitation, » dit Donna Jurma d'une voix tremblante mais ferme, « j'ai su que je devais venir. Nous devions voir de nos propres yeux le jour que nous avons tant rêvé. »
Regina s'approcha avec l'ancien livre de recettes de grand-mère Clara. « Maîtresse, nous avons trouvé quelque chose que nous voulons partager avec vous. » Les femmes âgées se rassemblèrent autour d'une table spécialement préparée tandis que Regina ouvrait le livre à une page marquée. « C'est la dernière entrée que grand-mère Clara a écrite, et expliqua-t-elle, une prophétie culinaire, comme elle l'appelait. »« Lisez, » demanda Donna Jurma, « que tout écoute la voix de notre sœur. » Regina commença à lire, « Un jour viendra où nos cuisines secrètes sortiront à la lumière. Quand ce jour arrivera, ce ne sera pas par la force ni par la révolution, mais par l'amour et la compréhension. Nos filles et nos petites filles comprendront qu'à chaque recette, nous gardons non seulement des ingrédients, mais l'essence de qui nous sommes. Les murs qui nous divisent aujourd'hui tomberont comme la pâte d'une bonne croquette se désagrégeant doucement dans la bouche, naturellement. Et ce jour-là, toutes les gardiennes, passées et présentes, cuisineront ensemble sous le même ciel, sans peur et sans honte. Jusqu'à ce jour, nous continuerons de cuisiner dans l'ombre, préservant non seulement les recettes, mais aussi l'espoir, car à chaque plat que nous préparons, à chaque technique que nous transmettons en secret, nous cuisinons l'avenir. Et ce jour est arrivé. » déclara Luciana, qui portait désormais fièrement le tablier que sa mère lui avait gardé. « Grâce à vous toutes, qui avez maintenu vivante la flamme de nos traditions. » À ce moment-là, Antonio apparut avec une surprise. Un groupe de jeunes chefs internationaux formés dans les écoles de cuisine les plus prestigieuses du monde. « Ces jeunes, annonça-t-il, viennent apprendre avec vous. Ils veulent connaître les techniques traditionnelles que aucune école de haute gastronomie ne peut enseigner. » Les gardiennes âgées sourirent avec satisfaction. Donna Mercedes s'approcha d'un des jeunes chefs qui observait fasciné la préparation d'une bouillabaisse. « Vous voyez cette texture » expliqua-t-elle. « Aucune machine ne peut y parvenir, seules les mains et le cœur travaillant ensemble peuvent créer cette magie. » Ricardo, depuis son siège privilégié, observait comment sa fille Luciana guidait un groupe d'étudiants dans la préparation d'un plat traditionnel. Ses yeux brillaient de larmes de fierté et de regret. « Si seulement nous avions compris plus tôt, » murmura-t-il. « Il n'est jamais trop tard, » répondit Regina en posant une main sur son épaule. Grand-mère Clara disait toujours que le meilleur moment pour commencer est maintenant. Béatrice, pendant ce temps, documentait chaque moment, chaque histoire, chaque recette partagée. Ce n'est pas seulement un festival, expliqua-t-elle, les caméras qui transmettent l'événement en direct sont le moment où le passé et le présent se rencontrent dans la cuisine, cuisinant ensemble l'avenir que nos grands-mères ont rêvé. Et c'est ainsi que nous avons sauvé les recettes pendant la grande inondation de 1968, relatait Donna Jurma, tandis que ses mains expérimentées modelaient de la pâte de manioc. Nous avons mis tous les carnets sur le toit de la cuisine et nous avons passé toute la nuit à cuisiner pour les sans-abri. Luciana, qui ne s'éloignait pas des femmes âgées toute l'après-midi, remarqua quelque chose de familier dans une des techniques que Donna Jurma utilisait, ce mouvement des mains, ma mère faisait exactement pareil, commenta-t-elle d'une voix émue. Bien sûr, ma fille, sourit l'ancienne, c'est moi qui lui ai appris. Votre mère a passé 3 semaines dans ma cuisine à Lyon, dormant sur un matelas, apprenant chaque détail de la cuisine alsacienne. Regina s'approcha avec le journal récemment découvert de la mère de Luciana. « Regardez ce que nous avons trouvé », dit-elle en montrant une page spécifique. Ce sont des notes de ses voyages. Les femmes âgées se rassemblèrent autour du journal tandis que Regina lisait. Lyon, 1970, Donna Jurma m'a appris que chaque mouvement en cuisine est une prière, chaque technique une forme d'amour. Ici, dormant sur un simple matelas, entouré des arômes de chou blanc et de moutarde, j'ai trouvé une liberté que je n'avais jamais connue dans les salons de la haute société. Les autres cuisinières m'ont adopté comme l'une d'elles, sans se soucier de mon nom de famille ou de mon origine. En cuisine, nous sommes toutes égales, apprenties de la grande art d'alimenter le corps et l'âme. Sa mère intervint. Donna Mercedes a été celle qui a proposé de créer des bourses secrètes pour que les cuisinières traditionnelles puissent voyager et partager leurs connaissances. Béatrice, qui filmait la scène, s'arrêta surprise. Des bourses secrètes ? Comment les financiez-vous ? Les femmes âgées échangèrent des regards complices. Avant que Donna Jurma ne réponde, chaque gardienne de la haute société donnait ses bijoux, nous les vendions discrètement et utilisions l'argent pour que les cuisinières des villages puissent voyager et enseigner leurs techniques dans d'autres hôtels. C'était notre façon de résister, ajouta une autre des anciennes. Pendant que les hommes se vantaient de leurs connexions internationales, nous créions des réseaux entre les peuples. À ce moment-là, Margarida apparut avec une découverte surprenante, une boîte pleine de petits broches en or, chacune avec le symbole d'une cocotte en argile, trouvée dans le dernier cachette que nous avons révisé, expliqua-t-elle.
Chaque broche a un nom gravé. Luciana prit un des broches avec des mains tremblantes, celui-ci était celui de ma mère. Je m'en souviens de mon enfance. J'ai toujours pensé qu'elle l'avait perdu. Elle ne l'a pas perdu, sourit Donna Mercedes. Je l'ai donné à une jeune cuisinière de Bordeaux pour qu'elle puisse voyager en Provence et apprendre les secrets du fromage. Et cette jeune est maintenant l'une des maîtresses les plus respectées de la cuisine bordelaise. Regina regarda les broches avec admiration. Chacun de ceux-ci représente un échange de connaissances, une connexion entre les régions. Et maintenant, déclara Béatrice avec détermination, nous continuerons cette tradition. Mais cette fois, à la lumière du jour. Luciana sortit le collier qu'elle portait, un ancien héritage familial, ce sera la première contribution au nouveau fonds de bourse de l'école. Les gardiennes âgées approuvèrent de la tête, tandis que des larmes d'émotion coulaient sur leurs visages ridés. La fierté de voir leurs rêves non seulement réalisés, mais surpassés par les nouvelles générations était visible. Le crépuscule commençait à teinter d'or les jardins de l'hôtel de Crillon lorsque quelque chose d'inattendu se produisit. Un groupe de jeunes chefs internationaux qui avaient observé et appris toute la journée demanda la permission de présenter quelque chose de spécial. Nous avons travaillé en secret, annonça Pedro, un chef portugais renommé, nous voulons vous montrer notre interprétation de vos enseignements. Les jeunes chefs commencèrent à servir des plats fusionnant des techniques traditionnelles françaises avec des présentations contemporaines. Chaque plat était accompagné d'une histoire. Cette bouillabaisse, expliqua une chef japonaise en montrant un plat magnifiquement présenté, je l'ai préparé en utilisant la technique que Donna Mercedes m'a enseignée, mais en incorporant quelques éléments de ma culture. Le mami du dash rehausse les saveurs traditionnelles de la bouillabaisse. Luciana, observant la scène, remarqua des larmes dans les yeux des gardiennes âgées. « Vous allez bien » demanda-t-elle inquiète. « Mieux que bien, ma chère » répondit Donna Jurma. « Nous voyons notre héritage évoluer sans perdre son essence. C'est comme voir un petit enfant grandir, différent mais portant notre sang. » Regina s'approcha avec le livre de recettes de grand-mère Clara, « Regardez ce qu'elle a écrit à ce sujet » dit-elle en ouvrant une page spécifique. « La cuisine est comme une rivière. Elle doit couler et s'adapter, mais jamais oublier son origine. Un jour viendra où nos recettes voyageront dans le monde, se mêleront à d'autres traditions. Mais tant qu'elles garderont l'amour et le respect pour leurs racines, qui documentent tout, » elle s'arrêta pour réfléchir, « c'est exactement ce qui se passe maintenant. Nous ne préservons pas seulement le passé, nous construisons des ponts vers l'avenir. » À ce moment-là, Eduardo Vasconcelos s'approcha avec des nouvelles enthousiasmantes. L'UNESCO vient de reconnaître le mouvement des gardiennes du goût comme patrimoine mondial de l'humanité. La nouvelle provoqua une explosion de joie dans le jardin. Luciana embrassa son père, qui pleurait silencieusement dans son fauteuil roulant. « Votre mère, dit Ricardo, serait tellement fière, non seulement de vous, mais de la façon dont votre lutte secrète s'est transformée en une célébration mondiale. » Antonio, qui avait organisé les documents historiques, arriva avec une découverte surprenante. « Regardez ça » dit-il en montrant une série de lettres. Les gardiennes n'existaient pas seulement en France, il y avait des réseaux similaires dans toute l'Amérique latine. C'est vrai, confirma Donna Mercedes. Nous communiquions en code, utilisant des recettes comme message. Chaque pays avait son propre groupe de gardiennes protégeant ses traditions culinaires. Et maintenant, ajouta Béatrice, nous pouvons créer un réseau international d'écoles connectant toutes ces traditions. Les jeunes étudiants boursiers qui avaient appris en silence s'approchèrent avec une surprise propre. Ils avaient préparé une réinterprétation de la première croquette que Béatrice avait offerte à Antonio, celle qui avait initié toute cette histoire. Parce que tout grand changement, dit une des étudiantes, commence par un simple acte de bonté. Luciana prit une des croquettes et approuva les yeux fermés. Ça a du goût. Ça a le goût de l'histoire, du futur, de l'espoir. Ça a le goût de la liberté, ajouta Regina, la liberté pour laquelle toutes ces femmes ont lutté en silence pendant tant d'années. Le soleil se couchait sur l'hôtel de Crillon, mais au lieu de marquer la fin du festival, cela semblait annoncer le début de quelque chose de nouveau. Un avenir où les traditions n'auraient plus besoin de se cacher, où chaque cuisine serait une salle de classe et chaque cuisinière une maîtresse. Alors que la nuit tombait sur le festival, le jardin de l'hôtel s'illumina de centaines de petites lumières, comme si les étoiles étaient descendues pour se joindre à la célébration. Au centre de l'espace, les gardiennes originales se réunirent pour un moment spécial, la cérémonie de transmission du patrimoine. Le moment est venu, annonça Donna Jurma, sa voix chargée d'émotion, le moment de passer officiellement le mandat à la nouvelle génération.
Les 15 gardiennes originales formèrent un cercle, chacune tenant une bougie allumée. Béatrice et les autres jeunes qui continueraient le patrimoine se placèrent devant elle. Pendant des décennies, dit Donna Mercedes, nous avons gardé nos secrets dans l'ombre. Aujourd'hui, nous les partageons sous les étoiles. Une par une, les anciennes commencèrent à partager leurs derniers enseignements. Souvenez-vous, dit Donna Jurma, qu'une recette n'est pas seulement une liste d'ingrédients, c'est une histoire d'amour, de résistance, d'identité. Regina, tenant le livre de recettes de grand-mère Clara, ajouta « Et chaque histoire mérite d'être racontée, préservée et honorée ». À ce moment-là, Margarida apparut avec une surprise. Elle avait découvert une dernière boîte dans le cachette la plus profonde de la cuisine. À l'intérieur, elles trouvèrent un manifeste écrit conjointement par toutes les gardiennes originales, daté de plusieurs décennies auparavant. Luciana le lut à voix haute, « Gardienne du futur, lorsque vous lirez ces mots, nous espérons que le monde sera un endroit où nos cuisines n'auront plus besoin de se cacher. Mais s'il reste encore une ombre de préjugés, souvenez-vous que la véritable richesse d'un peuple ne réside pas dans ses bâtiments ni dans ses banques, mais dans le savoir qui se transmet de génération en génération à travers ses fourneaux. Chaque technique que nous préservons est un acte de résistance, chaque recette que nous transmettons est un acte d'amour, chaque plat que nous préparons est un acte de mémoire. À vous qui continuerez notre héritage, nous demandons 3 choses. Maintenez vivant l'esprit de fraternité qui est né dans ces cuisines, ne permettez pas au progrès d'effacer la sagesse ancestrale, souvenez-vous toujours que la cuisine est l'endroit où nous sommes toutes égales. Béatrice, émue, prit la parole, et nous ajoutons une 4e promesse, que cette connaissance ne devra plus jamais se cacher. Les jeunes chefs internationaux s'approchèrent, chacun avec un plat représentant la fusion de leur culture avec les enseignements reçus. C'est notre engagement, dit Pedro, le chef portugais, nous porterons vos enseignements dans le monde, non pas comme une mode passagère, mais comme un trésor qui mérite d'être préservé et respecté. Ricardo, depuis son fauteuil roulant, observait la scène avec un mélange de regret et d'espoir. Combien de temps perdu à lutter contre cela, alors qu'en réalité c'était notre plus grand trésor. Il n'est pas trop tard, répondit Luciana en prenant la main de son père. Grand-mère Clara disait que tant qu'il y a du feu dans la cuisine, il y a de l'espoir dans le cœur. Regina, regardant le ciel étoilé, murmura « Vous pouvez nous voir, maman ? Votre rêve non seulement a survécu, il a grandi au-delà de ce que nous imaginions. » Les lumières du jardin brillaient comme des espoirs allumés, tandis qu'une nouvelle génération de gardiennes se préparait à porter l'héritage vers l'avenir, non plus dans l'ombre, mais sous la lumière d'un nouvel aube. Le lendemain du festival, l'hôtel de Crillon se réveilla transformé, il n'était plus seulement un bâtiment élégant, mais un symbole vivant de résistance et de tradition. Dans le hall principal, la fresque récemment installée montrait les visages des gardiennes originales, leurs noms gravés en lettres dorées. Luciana supervisait les derniers détails de la transformation de l'hôtel en école lorsqu'Eduardo arriva avec des nouvelles enthousiasmantes. « Des demandes viennent d'arriver du monde entier », annonça-t-il en montrant sa tablette. « Des écoles de gastronomie de France, du Japon, d'Italie, toutes veulent établir des programmes d'échange avec nous. » « Et regardez ça », ajouta Margarida en dépliant une carte du monde sur la table centrale, « les réseaux de gardiennes que nous avons découverts dans d'autres pays émergent. Au Royaume-Uni, les gardiennes du fourneau celtique, en Espagne, les protectrices des saveurs ancestrales. » Regina, qui organisait l'archive historique avec Donna Mercedes, trouva quelque chose de surprenant, une série de lettres internationales datées de plusieurs décennies auparavant. « Le réseau était plus grand que nous le pensions », expliqua Donna Mercedes. Chaque pays avait ses propres gardiennes, protégeant leur tradition culinaire de la standardisation internationale. Luciana prit une des lettres et commença à lire. « Chère sœur française des Andes, nous écrivons pour vous dire que nous résistons aussi ici. Alors que les grands hôtels servent de la nourriture européenne, nos cuisines secrètes maintiennent vivante la saveur de la Pachamama. Un jour, nos petites filles pourront cuisiner fièrement les plats de nos ancêtres. Avec amour, les gardiennes du fourneau celtique, Londres 1968. » Et ce jour est arrivé, sourit Antonio, qui venait de terminer un appel vidéo avec des représentants d'écoles culinaires internationales. Ricardo, plus rétabli, s'approcha du groupe avec l'aide de sa canne. « Je pensais, pourquoi ne pas transformer tout le réseau hôtelier en un réseau international d'écoles de cuisine traditionnelle ?» demanda Luciana surprise. « Chaque hôtel, continua Ricardo, pourrait se spécialiser dans les traditions de sa région tout en maintenant l'esprit d'échange que les gardiennes ont créé. » Béatrice embrassa son père avec émotion, « C'est parfait. Chaque hôtel sera un centre de préservation et d'évolution des cuisines traditionnelles. »
À ce moment-là, Donna Mercedes appela l'attention de tous. Une cuisinière âgée tenait un petit coffre qui était resté fermé pendant des décennies. Le moment est venu de partager le dernier secret des gardiennes, annonça-t-elle solennellement. Tous se rassemblèrent autour tandis que l'ancienne ouvrait le coffre. À l'intérieur, ils trouvèrent un ancien livre aux pages jaunies mais parfaitement préservé. C'est le livre original où tous les réseaux de gardiennes du monde ont enregistré leurs premiers accords, le véritable manifeste de notre fraternité internationale, expliqua Donna Mercedes. Regina prit le livre avec révérence et commença à lire. Les gardiennes des cuisines traditionnelles du monde, nous unissons dans ce pacte sacré. Alors que les puissants cherchent l'uniformité, nous célébrons la diversité. Alors qu'ils construisent des murs, nous érigeons des ponts à travers nos fourneaux. Que ce livre soit le témoin de notre engagement à préserver non seulement les recettes, mais aussi la sagesse des peuples. Car dans chaque plat que nous préparons, vit la mémoire de ceux qui nous ont précédés et l'espoir de ceux qui nous suivront. Les larmes coulaient sur les visages de tous les présents. À ce moment-là, ils comprirent qu'ils ne créaient pas simplement une école ou ne transformaient pas un réseau hôtelier, ils continuaient un mouvement qui avait uni des femmes du monde entier dans la préservation de leurs identités culturelles. Le matin de l'inauguration officielle de l'École internationale de cuisine traditionnelle, les gardiennes de la saveur sont arrivées avec un lever de soleil spectaculaire. Le palais de Paris resplendissait, ses couloirs et salons transformés en espaces honorant à la fois le passé et l'avenir. Dans la grande salle principale, désormais convertie en un auditorium moderne, se sont réunis des représentants d'écoles culinaires du monde entier. Les écrans diffusaient en direct des connexions avec les autres hôtels du réseau Lumière, où des cérémonies similaires étaient réalisées simultanément. Bienvenue dans un nouveau chapitre de l'histoire de notre gastronomie, a commencé Béatrice dans son discours inaugural. Il y a seulement quelques mois, nous avons découvert que les murs de cet hôtel gardaient plus que luxe et prestige, ils gardaient le cœur et l'âme de notre culture culinaire. Luciana, debout aux côtés de sa sœur, a continué. Pendant des décennies, les gardiennes de la saveur ont maintenu nos traditions vivantes en secret. Aujourd'hui, leurs enseignements illumineront le monde. Regina, vêtue d'un élégant costume traditionnel brésilien, a présenté le programme officiel de l'école. Chaque cuisine sera une salle de classe vivante où le passé et le présent se rencontrent. Nos étudiants n'apprendront pas seulement des techniques, mais aussi des histoires, pas seulement des recettes, mais aussi l'amour et la résistance qui les ont maintenues vivantes. Ricardo, appuyé sur sa canne, s'est approché du podium pour faire une annonce surprise. La Fondation Lumière que nous inaugurons aujourd'hui accordera des bourses complètes à des étudiants issus de communautés traditionnelles du monde entier, car le savoir, comme l'amour, doit circuler librement. Madame Mercedes, entourée des gardiennes originales présentes, observait avec des yeux brillants tandis qu'une plaque commémorative était révélée en hommage à toutes les femmes qui, dans l'ombre de ces cuisines, ont maintenu la flamme de nos traditions. Leur résistance silencieuse devient aujourd'hui un cri de célébration. Antoine, qui coordonnait les transmissions internationales, s'est approché avec des nouvelles passionnantes. Toutes les succursales de Lyon, Nice, Paris, Marseille, les cuisines traditionnelles du monde s'unissent aujourd'hui dans cette célébration. Sur les écrans, on pouvait voir les cérémonies simultanées dans d'autres hôtels du réseau Lumière. À Nantes, des maîtresses traditionnelles bayanes partageaient leurs connaissances. À Bordeaux, des aînées amazoniennes enseignaient les secrets du taka. Dans chaque succursale, la tradition et la modernité s'entrelaçaient dans une danse harmonieuse. Marguerite, qui avait documenté tout le processus, a présenté l'archive historique numérique. Nous avons créé une bibliothèque virtuelle où chaque recette, chaque technique, chaque histoire sera préservée et partagée. Le savoir qui était autrefois gardé dans des cachettes et des codes secrets est maintenant accessible à tous. À ce moment, un groupe d'étudiants internationaux représentant les 5 continents est monté sur scène, chacun portant un plat fusionnant leurs traditions culturelles avec les enseignements des gardiennes. C'est l'avenir dont nos grands-mères rêvaient, a déclaré Béatrice, émue. Un monde où les écoles internationales ne se perdent pas, mais évoluent et s'enrichissent en étant partagées. Regina, regardant autour d'elle, pouvait sentir la présence de grand-mère Clara dans chaque coin de l'hôtel. Sa mère a murmuré, « Nous avons réalisé son rêve, il n'a pas seulement survécu, il a grandi au-delà de nos frontières. » Les cloches de l'hôtel ont sonné, marquant officiellement le début d'une nouvelle ère, une ère où les cuisines ne seraient plus des lieux de division, mais des ponts entre les générations et les cœurs. Un mois après l'inauguration, le palais de Paris vibrait d'une énergie différente. Les couloirs autrefois silencieux et formels résonnaient des voix d'étudiants du monde entier, apprenant et partageant des connaissances.
La cuisine principale, désormais un laboratoire moderne de saveurs traditionnelles, était dirigée par Luciana qui animait un cours spécial. Devant elle, des étudiants de différents pays observaient lentement tandis qu'elle préparait la feijoada que sa mère lui avait apprise. À travers les notes secrètes de chaque ingrédient, expliquait Luciana avec passion, je raconte une histoire. Lorsque je fais revenir ces épices, nous ne préparons pas seulement un plat, nous maintenons vivante la mémoire de générations. Dans une autre salle, Regina et Madame Mercedes supervisaient un échange unique. Une aînée indigène enseignait des techniques supplémentaires à un chef français, tandis qu'il partageait des méthodes de préservation qui aideraient à maintenir vivantes les recettes ancestrales. C'est magnifique, a commenté Regina à Madame Mercedes. Grand-mère Clara disait toujours que la cuisine était l'endroit où toutes les langues devenaient une seule. Béatrice, pendant ce temps, coordonnait par vidéoconférence avec les autres succursales internationales. Sur les écrans, on pouvait voir les cuisines des hôtels Lumière dans différents pays, chacune convertie en un centre de préservation et d'évolution des traditions culinaires. Les résultats du premier mois sont incroyables, informait Eduardo en montrant des statistiques sur sa tablette. Nous avons documenté plus de 1000 recettes traditionnelles qui étaient en danger de se perdre. Les communautés indigènes partagent des techniques qui n'avaient jamais été enregistrées auparavant. Ricardo, qui passait désormais ses journées entre les salles de classe et son bureau, observait tout avec un mélange de fierté et d'émerveillement. Si mon père pouvait voir cela, comment ce qu'il considérait comme une menace était devenu notre plus grand trésor. Antoine est entré, ému, dans le bureau de son père. La confirmation venait d'arriver. L'UNESCO ne reconnaîtrait pas seulement les gardiennes comme patrimoine culturel, mais utiliserait également notre modèle éducatif comme exemple mondial de préservation des traditions culinaires. Au Jardin des Marguerites, Marguerite dirigeait une équipe de documentalistes qui enregistraient les témoignages des gardiennes originales. Leurs histoires feront partie du programme de l'école, assurant que les générations futures connaissent la lutte qui a rendu ce moment possible. Chaque histoire que nous documentons, expliquait Marguerite aux caméras, est un pont entre le passé et le futur. Les recettes ne sont que le début, ce que nous préservons réellement, c'est l'esprit et l'amour qui les ont maintenues vivantes. Pendant une pause entre les cours, Luciana a trouvé son père contemplant la fresque des gardiennes dans le hall. « À quoi penses-tu, père » a-t-il demandé doucement. « Comment avons-nous essayé si longtemps de cacher » a répondu Ricardo. Ces femmes que nous avons autrefois tenté de faire taire préservaient le véritable trésor de notre famille, et regarde ce qu'elles ont créé. Luciana a souri. Non seulement une école, mais un mouvement mondial. À ce moment, un groupe d'étudiants a couru, excités. Ils avaient réussi à reproduire avec succès une ancienne recette que l'on croyait perdue. La professeure Luciana a appelé une jeune étudiante japonaise, « Vous devez goûter cela ». Nous avons combiné la technique traditionnelle de la feijoada avec des méthodes de fermentation japonaises. Luciana a goûté le plat et ses yeux se sont remplis de larmes. « Ça a un goût », a-t-elle murmuré, « ça a le goût de l'avenir, une tradition vivante évoluant sans se perdre. » Regina, qui s'était approchée du groupe, a souri avec sagesse. Grand-mère Clara disait toujours que les recettes sont comme les rivières, elles doivent couler et s'adapter, mais jamais oublier leur origine. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres de l'hôtel, illuminant les visages de 3 générations unies par l'amour de la cuisine et de leur tradition. Dans chaque coin de l'édifice, l'héritage des gardiennes ne survivait pas seulement, mais florissait de manière que même elles n'auraient pu imaginer. 6 mois après l'inauguration, le Palais de Paris se préparait pour un événement spécial, la première cérémonie de remise des diplômes des étudiants de l'École internationale des gardiennes de la saveur. L'ancien salon de bal, maintenant transformé en espace polyvalent, était décoré de photographies historiques et d'herbes aromatiques traditionnelles. Luciana, élégante dans un costume combinant des éléments de haute couture avec des broderies traditionnelles, supervisait les derniers détails lorsque Béatrice est arrivée avec des nouvelles enthousiasmantes. « Vous ne croirez pas ça », s'est-elle exclamée en agitant une lettre. L'Académie culinaire de France souhaite établir un programme d'échange permanent. Ils disent que nos méthodes d'enseignement ont révolutionné la manière de préserver les traditions culinaires. Regina, qui préparait avec ses élèves les plats pour la cérémonie, a souri en entendant la nouvelle. Grand-mère Clara disait toujours que la bonne nourriture ne connaît pas de frontières. Dans la cuisine principale, Madame Mercedes supervisait la préparation d'un menu spécial représentant la fusion de toutes les cultures présentes à l'école. Chaque plat racontait une histoire de transformation et de préservation. Cette feijoada, expliquait-elle aux étudiants qui travaillaient à ses côtés,
intègre désormais des épices indiennes tout en conservant son essence traditionnelle. Vous avez des origines différentes, mais le même cœur de gardienne. Ricardo, complètement rétabli, marchait dans les couloirs de l'hôtel, observant les photographies qu'il avait documentées ces derniers mois. Il s'est arrêté devant une photo montrant sa femme avec les gardiennes originales. « Elle a toujours su », a-t-il murmuré, « elle a toujours su que c'était le véritable destin de l'hôtel. » Antoine s'est approché de son père, apportant plus de photographies pour l'exposition. « Regardez ceci », a-t-il dit en lui montrant des images des autres succursales internationales. Chaque hôtel du réseau s'était transformé en un centre de préservation culturelle. Au Jardin des Marguerites, Marguerite dirigeait une séance photo spéciale. Les gardiennes originales encore en vie posaient avec la nouvelle génération d'étudiants. L'image symbolisait parfaitement le pont entre le passé et le futur. Chaque photographie, expliquait Marguerite à son équipe, est un témoignage de comment l'amour pour nos traditions peut transformer le monde. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, les étudiants ont présenté leurs projets finaux. Chacun représentait une fusion unique de tradition et d'innovation. Coxina avec des garnitures inspirées de la cuisine japonaise, feijoada incorporant des techniques françaises, desserts typiques réinventés avec des méthodes modernes de préparation. Luciana, en faisant son discours en tant que directrice de l'école, n'a pas pu contenir son émotion. Il y a quelques mois, nous avons découvert que les murs de cet hôtel gardaient plus que des secrets, ils gardaient des rêves, les rêves de femmes qui, dans l'obscurité de leur cuisine, ont maintenu la flamme de nos traditions allumées. Aujourd'hui, cette flamme non seulement brille intensément, mais a allumé des feux dans des cuisines du monde entier. Béatrice a continué, chaque diplômé qui quitte cette école emporte avec lui non seulement des techniques et des recettes, mais aussi une responsabilité sacrée, être gardien de nos traditions culinaires, les adaptant pour l'avenir sans en perdre l'essence. Regina, en regardant ses élèves recevoir leur diplôme, a pensé à sa mère. « Maman, ton héritage non seulement a survécu, mais a fleuri au-delà de nos rêves les plus fous. » À la fin de la cérémonie, dans un rituel spécial, chaque diplômé a allumé une bougie à partir du feu principal de la cuisine, symbolisant comment le savoir et la tradition sont transmis de génération en génération. « Le feu qui brûle dans ces bougies, » a déclaré Madame Mercedes d'une voix émue, est le même qui brûlait dans les cuisines secrètes depuis des décennies. Que sa lumière ne s'éteigne jamais. Antoine a présenté un plat représentant son parcours personnel à l'école. Le Palais de Paris, autrefois symbole d'exclusivité et de ségrégation, s'était transformé en un phare d'inclusion et de préservation culturelle. Un an exact s'était écoulé depuis ce jour où Béatrice avait offert une coxina à un inconnu sur la place. Le Palais de Paris, désormais Centre international de préservation culinaire, célébrait son premier anniversaire avec un événement spécial rassemblant toutes les personnes ayant rendu cette transformation possible. Au jardin principal où tout avait commencé avec le Festival des Gardiennes, Béatrice et Luciana observaient le coucher du soleil tandis que les invités commençaient à arriver. « Pouvez-vous croire tout ce qui s'est passé en un an ?» a demandé Béatrice en ajustant le tablier qui appartenait autrefois à grand-mère Clara. « Parfois, cela ressemble à un rêve », a répondu Luciana, qui portait maintenant fièrement l'ancien tablier de sa mère. Mais ensuite, j'entends les rires dans les cuisines, je vois les étudiants apprendre et je sais que c'est plus réel que jamais. Regina s'est approchée de ses filles, portant le livre de recettes originales de grand-mère Clara, désormais restauré et numérisé pour les générations futures. Grand-mère disait toujours que la bonté, comme une bonne coxina, a le pouvoir de transformer des vies. Ricardo, complètement rétabli et transformé par les événements de l'année passée, s'est joint à sa famille. « Pensez que nous avons essayé si longtemps de cacher notre véritable richesse », a-t-il réfléchi en regardant l'hôtel illuminé, ces murs gardaient le plus grand trésor de tous, l'amour pour nos traditions. La célébration rassemblait des étudiants de toutes les succursales internationales. Dans chaque coin du jardin, des stations de cuisine avaient été installées où les différentes générations de gardiennes partageaient leurs connaissances. Madame Mercedes, bien que plus âgée, continuait à enseigner avec la même passion qu'auparavant. Le véritable succès, expliquait un groupe de jeunes chefs, n'est pas dans les prix ni la reconnaissance internationale, mais dans chaque recette préservée, chaque technique transmise, chaque histoire partagée. Antoine, qui avait documenté chaque étape de cette transformation, a présenté l'archive historique complète. Les gardiennes, c'est une histoire d'amour et de résistance, a-t-il déclaré. Le document sera distribué aux bibliothèques et écoles culinaires du monde entier. Marguerite, entourée de son équipe de documentalistes,
capturait les derniers moments de cette histoire qui avait commencé par un simple acte de bonté. Chaque image, expliquait-elle, est un témoignage de comment l'amour peut transformer le monde. Au coucher du soleil, toute la famille s'est réunie au centre du jardin pour prendre la parole. Il y a un an, nous avons découvert que nous étions plus que deux familles unies par des secrets et des douleurs, nous étions les héritiers d'un héritage d'amour, préservé dans chaque recette, chaque technique, chaque histoire chuchotée dans les cuisines secrètes. Béatrice a continué, et maintenant, cet héritage non seulement vit, mais fleurit dans chaque cuisine de nos hôtels, dans chaque école que nous ouvrons, dans chaque étudiant qui apprend nos traditions. Regina, regardant le ciel étoilé, a ajouté, « Grand-mère Clara disait que les recettes sont comme les étoiles, elles peuvent sembler lointaines, mais leur lumière nous guide vers la maison. » Ricardo, tenant les mains de Luciana et Béatrice, a conclu, « Et voici notre maison maintenant, non seulement un hôtel, non seulement une école, mais un foyer où toutes les traditions sont honorées, où toutes les saveurs sont célébrées. » L'arôme des plats se mêlait au rire et à la musique, tandis que les nouvelles générations de gardiennes continuaient l'héritage d'amour et de préservation qui avait commencé dans les cuisines secrètes de ce même hôtel. Ainsi, au Palais de Paris, où autrefois les traditions devaient se cacher, elles fleurissaient maintenant à la lumière du jour, rappelant à tous que l'amour, comme un bon plat, a le pouvoir de transformer des vies, d'unir des cœurs et de construire des ponts entre le passé et le futur.